Et mesdames et messieurs, rebonjour à toutes et à tous. Il est 11h08 et ça y est, Xavier Denis Il est là. Alors Xavier Denis, journaliste, animateur, animateur radio, animateur télé, multicasquette. Exactement. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, multicasquette. On crache, on commence. Et je trouve que c'est bien parce qu'en France, on a tendance à mettre des gens dans des cases. Tout à fait. Si vous êtes musicien, vous n'êtes pas chanteur. Si vous êtes comédien, vous n'êtes pas animateur télé. Et donc, je trouve que c'est bien, qu'il faut essayer, il faut tout essayer. C'est un touche à tout. Voilà, exactement. Un touche à tout. Ben, je pense que c'est ce qui va nourrir aussi une expérience de vie. Hein. Si on reste toute notre vie aujourd'hui dans une société très rapide, on va vite s'ennuyer. Moi, je m'ennuie vite, donc c'est pour ça que je fais plein de choses différentes. Donc, tu es dans plein de domaines. Voilà. Et tu sais tout faire. Ah non, on va dire ça comme ça. Hein, j'essaye. Peut-être un futur comédien. Je sais, mais c'est vrai que je... Oui. Alors ça, c'est à voir. Qu'est-ce que je veux dire? Tu connais la thématique de Crache ton venin? Dis-moi. Bah, c'est de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Très bien. Tu te sens prêt à le faire? Je suis prêt. Alors c'est parti, on commence avec toi. On veut un peu plus te connaître, hein. Ton parcours, déjà tes origines. Est-ce que tu es un Français pure souche? Alors j'ai des origines marocaines. Marocaines. Du côté des grands-parents de ma mère, enfin des parents de ma mère, donc mes grands-parents maternels. Ma grand-mère était l'une des traductrices du roi du Maroc. Oh, et du coup, j'ai été baigné dans cette culture méditerranéenne, de la générosité, de la gastronomie. Est-ce qu'on peut considérer que tu as une double culture en fait? J'ai une double culture que j'ai eu un peu de mal à accepter au tout début parce que je viens d'un petit village dans la Creuse qui est dans le Limousin, la région Nouvelle-Aquitaine, pour reprendre les nouvelles régions énoncées par l'État il y a quelques années maintenant. Et il est vrai que voilà, quand on est dans la Creuse, petit village, une école où vous êtes 30 dans l'école, parce que c'était une école de classe unique. J'ai l'impression que j'ai 50 ans, mais j'ai que 30 ans. Hein. Ça existait encore il y a 10 ans. Non, ça se voit que ça se voit. Vas-y. Mais une école de... dit 47. Ah, merci, t'es généreux. Et du coup, c'est vrai que d'assumer cette culture, alors que tout le monde est blond, tout le monde... Blond aux yeux clairs. Voilà, et que toi, tu es brun et que on te dit, tu viens d'où? Bah, je suis français, mais j'ai eu du mal à accepter un petit peu ses origines. Est-ce que cette différence, elle attisait pas la curiosité de tes camarades, tout simplement? Oui, peut-être. Mais c'est vrai, quand tu as 8 ans, 10 ans, et que tu as cette différence de culture, tu as du mal au début à l'assumer, en tout cas dans... Pourquoi? Parce que tu te sens différent? Ouais, tu te sens différent, tu te dis... Et puis après, il y a l'acné qui arrive, alors tu dis j'ai déjà de l'acné, si en plus je dis que j'ai des origines marocaines, c'est compliqué. Mais... Je vais pas choper, c'est ça? Mais ça, en fait, c'est venu après. En fait, aujourd'hui, je l'assume, je suis fier, et d'ailleurs, j'ai fêté mes 30 ans au Maroc en hommage à mes grands-parents marocains qui ne sont plus là, malheureusement, mais du coup, je suis fier de cette culture. D'accord. On va rester un peu sur ta scolarité. T'étais un enfant comment? J'étais un enfant... un bon élève, un mauvais élève, un rêveur? Un rêveur, oui. Un élève moyen, mais qui travaille en tout cas beaucoup pour y arriver, même si j'avais des lacunes. Hein. Les maths, pour moi, c'était une catastrophe. Vraiment nul en maths, que ce soit au collège, au lycée. Je crois que j'ai eu 3 de moyenne tout le long de l'année au lycée. J'ai réussi à avoir 11 au bac, parce que ma mère m'avait payé des cours de maths, tous les mercredis après-midi. C'était une catastrophe. Donc, les maths, etc. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est dès le collège, je me suis investi pour être délégué de classe. Donc j'avais fait une vraie campagne, j'offrais des bonbons, des trucs. Des bonbons. Oui, des bonbons. Alors, ça marchait à l'époque, les bonbons. C'est pas mythe qu'on soudoyait avec des bonbons. C'est bon les bonbons, non? Pourquoi tu voulais t'investir dans une campagne déjà tout petit? Je sais pas, mon grand-père du côté paternel lui-même était... Est-ce que tu avais un besoin de reconnaissance? Un élu municipal, un élu municipal, et peut-être, non, mais j'avais envie de m'engager, c'est quelque chose, j'ai toujours eu besoin de m'engager. À 11 ans, j'ai commencé à faire des courts-métrages avec mes amis. D'ailleurs, c'était précoce, des courts-métrages. Des courts-métrages. Je parlais de comédien tout à l'heure. Mais j'étais plutôt dans la réalisation avec des caméscopes comme on pouvait il y a donc maintenant 20 ans de cela, mais j'avais réussi à mobiliser les commerçants du village, les pompiers, etc. Vachement débrouillard déjà. Pour faire des scènes. Et puis après, à 15 ans, j'ai organisé des spectacles avec des anciens de la Star Academy pour les enfants malades. Et donc j'ai fait ça après pendant 3 ans. Donc j'ai toujours eu ce besoin. À tes 15 ans, va pas trop vite parce que nous, on essaie de te suivre. Il y a tellement de choses. Alors, donc tu étais un enfant plutôt bon élève,
Hein. Tu avais un grand-père qui était investi, donc du coup, tu as voulu être délégué, tu avais des objectifs, tu étais assez créatif, donc tu faisais des courts-métrages, tu avais des idées qui sortaient du chapeau, un peu hors du commun. Tu étais un peu hors du commun parce que tu n'étais pas dans la norme, vu que tu avais des origines et que dans ce coin, comme tu le dis si bien, la Creuse. La Creuse. C'est le coin à Nathalie Baye. Ouais. Exactement. Mais Nathalie Baye vient de la Creuse. Enfin, voilà. Elle avait une maison avec Johnny Hallyday et Johnny Hallyday venait souvent dans la Creuse avec Nathalie Baye. D'ailleurs, le cinéma qu'il y a dans l'une des plus grandes villes de la Creuse, qui est Guéret, la marraine, c'est Nathalie Baye. Voilà, c'était pour souligner un peu ta raison. et du coup, donc, tu étais assez créatif, tu faisais des vidéos et là, plutôt à l'adolescence, vers 15 ans, tu décides de faire venir des anciens de la Cannes. Mais comment tu t'y es pris en fait? Parce que tu les connaissais pas, ces gens-là. Alors en fait, j'ai eu envie, parce que je chante beaucoup au quotidien. Alors c'est un truc en plus. Peut-être mal. C'est une manière de s'incruster en même temps. Organiser, c'est vrai, tu t'organises, tu te places. Enfin, oui, c'est vrai. C'était une manière d'essayer de s'en sortir. Et donc, j'ai toujours eu envie de chanter. Je chante, j'ai pris des cours de chant et j'ai voulu faire les castings de la Star Academy. Et donc, ma mère m'accompagne au casting. Ah voilà, tu nous avais pas expliqué le début. Au casting de la Star Academy, je passe plusieurs étapes du casting. Et à la fin, bon, je ne suis pas retenu parce qu'à 15 ans, c'est vrai que j'avais pas vraiment... j'étais timide, on a du mal à le croire, mais j'étais quand même assez timide. Et donc, bon, je m'étais quand même fait quelques amis dans la production, et quand les dates de concert de la Star Academy arrivaient, je leur ai dit, est-ce que je peux venir en coulisses? Et ils m'ont dit, ok. Regardez. Et donc, ils m'ont donné un petit badge, j'étais en coulisses, et j'avais écrit des lettres pour les stars académiciens de l'époque. C'était l'époque de Grégory Le Marchal, Sofiane, c'était cette saison-là. Et j'ai écrit donc des lettres sur des enveloppes de couleurs avec des feuilles de couleurs. Comme ça, je me suis dit, vu que la masse de lettres qu'ils vont recevoir, ça va être du papier blanc. Ouais, là, ça va créer la différence. Et moi, je vais mettre une feuille de couleur, comme ça, ils vont peut-être lire ma lettre en premier. Et c'est ce qui s'est passé. Sofiane a lu ma lettre et sa mère m'appelle quelques semaines après. Elle me dit, écoute Xavier, Sofiane a été touché par ta lettre. Il est OK pour venir en concert. Donc il y en a un seul qui a lu ta lettre. Sofiane et Sandy de l'époque. Je n'avais pas donné à tout le monde. En fait, donc deux qui l'ont pris en considération. Exactement. Qui est déjà énorme. Ont été plus sensibles. Oui, c'était énorme parce qu'à 15 ans, c'était pour moi déjà quelque chose d'incroyable. Donc je me lance dans ce truc d'organiser ce concert, choisir, d'ailleurs pas très loin dans la Creuse. Ils sont venus chanter dans la Creuse. T'as été voir qui? T'as été voir les élus? Enfin, comment t'as fait pour organiser ce concert? Exactement. À 15 ans quand même. J'étais voir le maire de la ville. Le maire de la ville, je lui dis, j'ai besoin d'une salle et je veux la salle de concert la plus grande de la ville. Il me dit, mais et t'as regardé comment le maire? Attends, c'est quoi ce morveux? Non, vas-y, raconte, crash. Non, il était justement hyper sympa. Il m'a mis à disposition la salle. Alors pourquoi? Est-ce que parce que dans la Creuse, justement, tu dis c'est un petit patelin, entre guillemets, donc il n'y a pas vraiment d'événements, donc c'était... Non, il y a des événements, justement. Il y a des événements? Il y a des événements. Franchement, non, dans cette ville. Alors, il y a aussi, je crois qu'il y a la fête de la pomme de terre, ça existe. Mais donc, il y a des événements. Il y a des événements. Mais des événements comme ça, avec des membres de la Starac. À cette époque-ci, non, il n'y avait pas. Aucun membre de la Starac ne venait là. Des événements modernes. Alors, il y avait, maintenant, il y en a, parce qu'ils ont rénové une salle. Et je sais que j'avais eu l'occasion d'ailleurs de voir dans cette salle Christophe, de l'interviewer pour l'une des radios pour lesquelles je travaillais à l'époque. Non, il y a des choses. Mais un jeune de 15 ans qui organise un spectacle comme ça, non, ça n'existait pas. Ouais. Pour lui faire confiance. C'est ça. Bon, après, j'avais mes parents et ma grand-mère surtout qui étaient là pour me soutenir. Et donc, je les ai fait venir. Je me rappelle, dans la Creuse, il y a une ville qui s'appelle Nau et il y a un château qui s'appelle le château de la Casine et il ressemble énormément au château de la Starac. Donc, j'avais demandé au patron et le mec nous avait dit OK, venez. Il avait donc donné 2 chambres, une pour Sandy, une pour Sofiane à l'époque. J'avais négocié avec une marque de voiture pour les transporter, etc. Tout organisé, mais tu voyais grand déjà. Ouais, c'était ouf. C'est bizarre, à 15 ans, c'est vrai. Hein. Et ce qui était drôle, c'est que tout le monde me suivait au lycée, etc. Tout le monde était venu dans la salle. Franchement, je suis assez fier de l'avoir fait aujourd'hui. Alors, c'était très perfectible. Hein. Si on revoyait les images, je pense que ce serait une catastrophe. Mais en tout cas, c'était un bon début. Je suis content de l'avoir fait. Et Sofiane, à ce moment-là, me dit, écoute, tu vas faire ta Starac, tu vas chanter avec moi. Et donc, on avait chanté 3 chansons. Invité à venir chanter. Donc, t'as chanté. Ouais, parce qu'on vient de loin de Corneille, je me rappelle. Le meilleur album pour moi. Corneille, c'est cet album incroyable. Et Sofiane,
la fin, me donne un bonnet que j'ai toujours, un bonnet d'une marque. Et il me dit, garde-le, il te portera chance. Et j'ai toujours gardé ce... Et il t'a porté chance. Ouais, j'ai toujours gardé ce bonnet, il est chez moi. Et... On peut donner la marque. Hein. C'est G-Star, un bonnet. Et en même temps, le titre de cette chanson... Parce qu'on vient de loin, ça te correspondait. Ouais, c'était aussi un moyen de dire, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, au début, tu avais du mal à accepter ce que tu étais. Finalement, tu y as vu une force, quelque part. Oui, et je pense que c'est là, justement... La différence. Il y a toujours... la force que l'on a, elle vient pas de nulle part. Ça vient forcément de notre vécu, de notre vie, de ce que l'on a échangé avec des personnes. Donc oui, finalement, je suis peut-être même très heureux de venir d'un petit village de la Creuse, parce que c'est ce qui m'a donné peut-être cette force d'aller là où je suis. Ça aussi, c'est une différence, surtout en région parisienne. Oui, petit village, non seulement tu as des origines, tu viens du Maroc, tu avais ce petit problème au début que tu n'arrivais pas à assimiler. Ensuite, cette différence, venir d'un petit village pour la région parisienne, puis exploser ici. C'est vraiment une force. C'est une force, oui, c'est vrai. Et même ça, au début, j'avais du mal à le voir. À le voir et à assumer aussi de venir d'un petit village quand tous tes camarades à l'école de journalistes te disent ouais, je viens de Marseille, je viens de là. On connaît ta petite, on connaît. Et donc du coup, tu te dis bon, moi je viens du Limousin, tu n'oses pas dire d'où tu viens, comme ça personne sait trop où c'est. C'est vrai, tu choisissais un autre endroit. Non, en fait, le Limousin c'était la région. Oui, mais justement, tu disais autre chose, tu embellissais la chose. Oui. Donc tu avais un espèce de petit complexe quand même à souligner, vraiment un petit, mais il était là. Ouais, il est sûrement tu là. Tu ne cacheras rien. Est-ce que j'ai eu un bon prof. Est-ce qu'on peut dire que tu étais d'une famille assez modeste ou pas du tout? Vu que ta grand-mère était traductrice du roi du Maroc, je pense que tu venais d'une famille assez... Alors ça c'est du côté de ma mère. Ma grand-mère a toujours eu, mes grands-mères ont toujours eu la valeur de l'argent et les valeurs de travail. Je me rappelle, ma grand-mère... Ils comptaient leurs sous. C'est pas qu'ils comptaient, mais ça a une importance. On fait pas n'importe quoi avec l'argent. Et je me rappelle, l'une de mes plus grandes fiertés, c'est ma grand-mère du Maroc, quand je me suis acheté ma première voiture, tout seul, et qu'elle m'a vu arriver au volant de ma voiture. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Dans son regard, on voyait cette fierté, cette satisfaction de voir que son petit-fils est arrivé... Elle ne s'est pas, ne serait-ce qu'une seconde, posé la question, mais d'où est-ce qu'il la sort ? Non, pour elle, c'était normal. Pourquoi une 2 chevaux ? Pourquoi une 2 chevaux ? Pourquoi une 4L ? Non, mais mes grands-mères, en fait, j'ai été élevé principalement par mes grands-mères. Voilà, ça vous donne quelque chose une bienveillance quand vous êtes élevé par vos grands-parents. Et pourquoi tu as été élevé par tes grands-parents ? Tu n'avais plus tes parents ? Si, mes parents ont divorcé jeune, j'avais 5 ans. Et du coup, ensuite, j'ai dû faire face aux problématiques de la vie. Tu as fait un ballottage, c'est-à-dire tu es allé d'un parent à l'autre C'est ça. Après, ma mère a été malade. Du coup, mon père a eu la garde. Et finalement, mon père était un chef d'entreprise assez pris. Donc du coup, c'est ma grand-mère paternelle qui m'a élevé. Tu l'as bien vécu En fait, j'ai pas vraiment de souvenirs. T'as pas de souvenirs? Pas de souvenirs aussi bien négatifs que positifs. C'est marrant parce qu'on a eu un invité aussi, John Doe, qui a vécu le même cas. Et lui aussi se dit je sais pas si ne pas avoir de souvenirs, ne pas vouloir se rappeler. Il dit à peu près la même chose que toi. C'est pas assez précis. Il a le seul souvenir de l'enfance, de l'école. C'est un peu fermé, tu vois. Ouais, c'est un peu fermé. Après, le seul souvenir que je garde et qui me manque peut-être aujourd'hui, c'est de ne jamais avoir mangé à table avec son père et sa mère en même temps. Ah, ça te manque. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas connu. Et... Ce qu'on voit dans les films, dans les dynasties, tout ce qui s'ensuit, c'est le modèle. T'es hors norme. Donc, t'as suivi aucun modèle. J'ai suivi aucun modèle, peut-être malgré moi, mais malgré toi, ça c'est sûr. Mais du coup, oui, c'est la seule chose qu'il me manque aujourd'hui, c'est cela. Sinon, le reste, j'avais des grands-parents aimants qui ont compensé tous les manques qu'un enfant aurait. Ta grand-mère maternelle aussi bien que ta grand-mère paternelle. Oui, les deux. Oui. Donc, elles ont été complémentaires finalement. Elles ont un peu été le substitut de ton père et ta mère. Elles l'ont été complètement. Oui. Donc, c'est marrant parce que, ayant été élevé plutôt par des grands-mères, tu aurais pu avoir tendance à ne pas être moderne, justement, à te renfermer sur leurs valeurs, oui, leur manière. Chemise, hein. Leur manière. Tricoté par mamie. Attention. Ça vanne. Non, mais c'est vrai, tu aurais pu te renfermer. Et non, au contraire, ça t'a donné des idées encore plus créatrices.
Oui, parce qu'en fait, elles m'ont pas frustré. Elles m'ont laissé libre. Elles t'ont laissé explorer. Ouais, j'ai jamais été. Qu'est-ce que tu faisais comme sport? Donne-nous des idées. Ah non, j'en ai fait plein. J'ai fait, alors ça, un peu forcé par mon père, mais pendant 8 ans, j'ai fait du foot. Ensuite, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du basket. Des sports assez virils. T'as pas fait de danse, t'as pas fait de choses comme ça? Alors, j'ai fait un peu de danse, une année, et puis j'étais tellement nul que la prof, modern jazz, et j'étais tellement nul que la prof me dit, bah écoute, à la fin de l'année, en fait, tu vas chanter sur scène plutôt que danser. Et donc j'ai chanté au gala plutôt que danser parce que c'était vraiment une catastrophe. Elle t'avait entendu chanter aussi. Elle s'était dit, tu peux compenser. Ouais, mais c'était sympa, mais non, j'ai arrêté. Vraiment, je suis pas un bon danseur. On peut pas être bon partout aussi, parce que là, si, j'ai fait de la danse folklorique. Et là? Danse folklorique, je me débrouillais bien. Oui, on a dansé la bourrée, etc. Des danses traditionnelles du Limousin. Et ce qui était drôle, c'est qu'on se déplaçait dans différentes régions. Donc, je me rappelle, on a été en Bretagne, en Normandie, on faisait des échanges avec des jeunes qui dansaient aussi de la danse folklorique. Et du coup, c'était pour l'époque, en tout cas pour mon expérience, quelque chose d'incroyable. Ce que tu aimais, c'était d'aller d'un patelin à l'autre au final? Oui, et puis en fait, j'ai toujours été attaché à la tradition française. Tu vois, c'est peut-être ce que m'ont appris mes grands-mères. Tes grands-mères. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il y a ce mélange de valeurs, et comme elles sont anciennes, tu aurais plus tendance à être, tu vois, que moderne. Oui. Et là, ça a fait en fait le contraire, ou tu dirais que ça a équilibré? Non, ça a équilibré. Aujourd'hui, vraiment, j'aime beaucoup le respect des valeurs et de la tradition française. Donc c'est pas contradictoire? Non, c'est pas contradictoire. On peut avoir des origines et avoir le respect des valeurs françaises. En fait, il faut voir l'avenir, mais tout en n'oubliant pas le passé. Le passé, il est important. Notre pays a une histoire, a une culture, et c'est avec cette histoire et cette culture que, en fait, on avance au quotidien. On peut pas se dire demain, allez, moi je suis nouveau, je suis moderne, je suis jeune, j'efface tout. Non, il y a une histoire, il y a des gens avant toi qui ont écrit quelque chose, et on peut pas comme ça l'effacer parce qu'on se dit moderne. Ou souvent les gens qui disent je suis jeune et moderne, c'est souvent jeune et con, oui. Mais au moins tu craches, c'est craché. Qu'est-ce que je veux dire? Non, en fait, toi, pour toi, finalement, cette valeur, c'est un peu la valeur républicaine que tu nous décris. Oui, finalement, la laïcité. Je suis très attaché à cela. Très attaché à cela. Parce qu'en ce moment, on nous parle beaucoup des jeunes qui se considèrent comme racisés et qui ne se considèrent plus totalement comme français. Alors, tu as peut-être quelque chose à dire. Est-ce que tu as quelque chose à cracher dessus? Est-ce que ça te choque? Est-ce que tu dis que non, pas du tout? Ou est-ce que tu es pour dire, mais non, on peut allier les deux? Mais parce qu'en fait, je pense... Mais on peut allier les deux, et je pense qu'il faut aussi... il faut permettre aux jeunes de se projeter. C'est peut-être pour ça qu'ils s'imaginent... dans un gouffre. Dans un gouffre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un parallèle, mais qui me choque, moi, au quotidien. Énorme. Quand je vois que des gens de la SNCF vont aller manifester, se plaindre d'acquis qu'ils ont depuis des décennies, que quoi qu'il arrive, ils vont garder des acquis. Qu'à côté de ça, on demande à la jeunesse, qui a entre 20, 30 ans, de se débrouiller, de cumuler des petits boulots, de se restreindre. À un moment, il faut que tout le monde garde la raison. Je peux comprendre que du coup, des jeunes se sentent plus français. Quand on voit des gens de la SNCF, avec tout le respect que j'ai pour des gens de la SNCF, et d'un côté, dire à des jeunes de 23 ans, vous allez vivre avec 150 € par mois et c'est très bien. Il faut vous nourrir et étudier avec. Voilà. Donc, d'où aussi, on en avait parlé ici, la prostitution chez les étudiants. C'est quelque chose, un sujet que j'aborde beaucoup ici. Mais il y a beaucoup du coup de perversitudes qui arrivent lorsqu'on est dans des situations difficiles. Tu viens de dire le pourquoi du comment en fait. Donc, soyons en fait raisonnable. Et donc, en fait, en France, quand on voit des gens échouer, on les écrase plutôt que de les aider à se relever. C'est nous qui devons changer la société. Et souvent, on écrase la jeunesse. On est pris au dépourvu. On l'écrase et on lui fait supporter plein de choses. Moi, j'ai commencé à travailler en 2008. J'avais 18-19 ans. Première crise économique qui arrive, je me rappelle à TF1, j'ai commencé à travailler à TF1, le premier discours de Nonce Paolini, c'était avant le champagne coulait à flot, maintenant c'est même pas le champomis. Donc déjà tu commences ta carrière professionnelle dans cet univers. Tu arrives à Radio France, pareil, économie. Ensuite arrive une autre crise économique, ensuite arrive la crise de la Covid-19. Donc en fait notre génération est plongée dans de perpétuelles crises. Dans un système. Et on doit se réinventer, et on doit travailler. Et donc, quand je vois les manifestations, etc., pour aller maintenir des acquis qui semblent complètement décalés par rapport à la réalité... Et du coup, ça restreint un petit peu tout.
Oui, ça restreint tout. Autour. Et puis, le vrai problème, c'est les gens qui n'arrivent pas à finir le mois. C'est pas le statut de la SNCF. Il faut quand même... Une dent contre eux, quand même. Non, mais c'est un exemple qui me rend dingue. Non, mais c'est un exemple qui me rend dingue. Mais Crash, dis pourquoi vraiment, exprime-toi pourquoi mais parce qu'ils ont un statut, ils ont des avantages que... Tu penses qu'ils ont des avantages ni énormes, vous, ni moi... que personne n'a? Non. Et puis, c'est pas forcément énorme. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que c'est des grèves par habitude, en fait? Que c'est qui demandent constamment des choses juste par habitude? Non, je pense qu'ils sont persuadés que leurs revendications sont primordiales. Sont utiles aussi. Sauf qu'au regard des difficultés de la société aujourd'hui, non, elles ne sont pas primordiales. Elles sont minimes pour Quand je vois des retraités qui sont obligés de travailler jusqu'à 75 ans parce qu'ils ont une petite retraite, ça, c'est dramatique. Et la plupart qui travaillent au noir, il faut le préciser. Il y a du travail certainement dissimulé en France, c'est vrai. Mais quand je vois... la plupart des gens qui travaillent au noir, avant c'était les jeunes, il faut savoir que maintenant ce sont des retraités. Et les retraités. Et c'est choquant. J'ai un ami, il a 70 ans. Ils ont travaillé toute leur vie, c'est choquant. Il a 70 ans, il habite un studio, c'est le studio qui s'est payé pendant toute sa carrière. Il a aussi une maison à la campagne qu'il va peut-être vendre parce qu'il n'arrive plus à payer les impôts. Et aujourd'hui, il me dit, est-ce que tu peux me trouver un petit boulot complémentaire? Il n'y arrive plus, il a 70 ans, il a travaillé toute sa vie, il a été chef d'entreprise. Et si tu lui trouves rien, il va faire du bricolage au noir. Et donc moi je dis, il faut se battre pour ces gens-là, non pas pour le statut de la SNCF. Si on a vraiment une revendication à faire, c'est pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à finir les mois, c'est pour les étudiants. Alors il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de choses aussi en France que les gens ne connaissent pas, parce que le problème de la France, il y a tellement de dispositifs que on s'y perd et on ne connaît pas les dispositifs. Par exemple, quand pourtant, les assistantes sociales sont là pour ça. Elles sont là plus ou moins au CROU. Je sais que pour les étudiants, il y a pas mal d'assistantes sociales qui sont là pour les guider normalement. Oui, donc, comment t'expliques ça aussi? Parce que je pense que le social en France, on ne sait pas véritablement faire du social. D'accord, pas cracher. Non, mais c'est vrai, on fait du social. On l'aborde, on le frôle. On le frôle. Une certaine catégorie de personnes en aura peut-être plus que d'autres. Il y a des réalités sur le social. Ça, tu as tout à fait raison. Alors moi, je voudrais cracher sur quelque chose d'ailleurs que j'ai dit à ta fille la dernière fois. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Les femmes qui travaillent, qui gagnent 1 500 €, je vais dans la classe moyenne, qui ont un enfant et qui n'ont droit à rien, alors que la vie a augmenté, que les loyers, souvent, elles n'ont pas de logements sociaux. Parce qu'elles ont un enfant et elles ont des conditions soi-disant assez bonnes par rapport aux autres, comme tu disais, et qui se retrouvent avec tous les frais scolaires, sans aide en fait, pas de carte de famille nombreuse, rien du tout, et qui doivent s'en sortir avec 1 500 € au jour d'aujourd'hui. Ça aussi. Comment tu l'expliques ? Il y a des situations difficiles et c'est pour ça qu'il faut essayer d'avancer et de... Je te parle de mères seules, hein. Je te parle pas d'un couple. Non, mais les mères seules, c'est très compliqué. Alors, il y a des dispositifs qui ont été mis en place, il me semble, mais c'est vrai... pour les mères isolées, je te parle d'une femme qui travaille. Oui. Tu vois, il y a différents droits. C'est pour ça que mais c'est comme les célibataires. Je suis célibataire, donc du coup, je suis. Ça commence. Je suis. Oui, je lance un appel. D'ailleurs, je lance un appel. Il est 11h30. Non, mais c'est vrai que du coup, il y a des. Si on prend par exemple l'impôt sur le revenu. Oui. L'impôt sur le revenu, c'est l'un des impôts les plus injustes. Puisque, par exemple, en Suisse, il y a des barèmes tous les 500 €. Donc, vous allez payer des impôts en fonction de vos revenus tous les 500 €. En France, c'est des paliers. Donc, entre 30 000 et 80 000 €, vous aurez le même taux d'imposition. Est-ce que c'est normal? Non. Tu sais que c'est ce que Johnny disait. Hein. T'es pas le seul à le dire. Non, mais l'impôt sur le revenu, il faut une grande réforme de l'impôt. Il faut une grande réforme des aides sociales. Si on t'écoute, tu craches, il faut une grande réforme de presque tout, finalement. Non, mais... si tu parles de la RATP qui se plaint, oui, mais ça, c'est pas une réforme. Ça, justement, il faut... Tout ce qu'il y a autour pour toi, par exemple, les étudiants qui ont plus à se plaindre que la RATP, les femmes, comme je viens de te dire, qui sont seules, qui peuvent pas bénéficier du mère isolée, puisqu'elles travaillent, elles ont 1 500, tu vois, elles rentrent pas dans les clous. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. En fait, il y a des choses qui existent, mais les gens ne le connaissent pas. Par exemple, je vais prendre l'exemple des étudiants ou des jeunes issus de quartiers difficiles. Vas-y, crache. Non, justement, c'est quelque chose de positif. Il y a la French Tech. Mais tu craches du positif, on crache pas que du négatif. Oui, c'est vrai. Et donc, il y a des, par exemple, lorsque vous êtes un réfugié et vous êtes installé en France ou que vous avez des minima sociaux comme le RSA, et ben la French Tech a décidé d'aider tous ces jeunes en
en leur donnant des subventions qui vont de 30 à 90 000 euros. Mais ça, combien de jeunes dans les quartiers difficiles ou dans les quartiers tout simplement sont au courant de cela? Combien? Non, la plupart ne sont pas au courant. Voilà. Mais est-ce que c'est véridique, c'est appliqué? Ah mais il y a des fonds publics et des fonds privés qui permettent cela. Donc oui, c'est avéré, bien entendu. C'est avéré. Il y a plein de dispositifs comme ça en France. Et que personne ne connaisse. Mais alors ça serait aux assistants sociaux d'être formés pour l'expliquer. Mais après, il y a des gens qui ne vont pas avoir l'assistance sociale. C'est pas aux jeunes. La plupart des jeunes aujourd'hui, quand ils n'arrivent pas à s'en sortir, la première personne qu'ils vont voir, c'est une assistante sociale. Soit dans des lieux publics, soit au CRU, ou soit ailleurs. Dans les communes, généralement, la plupart des jeunes que j'entends, qui sont dans des syndicats, vont voir des assistantes sociales. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas au courant de la loi, par exemple. Ou alors, je pense qu'il faut... les yeux. Non, je pense qu'il faut moderniser. De chiffres. Il faut moderniser la vision du social. Encore une fois, je vais citer un exemple. J'ai été voir une fois une assistante sociale dans ma vie. Ouais, au moment où, pendant 3 ans, mes parents ont payé l'école privée, ont payé mon studio, ont payé mon appartement, etc. Et puis à un moment, j'ai voulu vivre seul. Je me suis dit, je vais me débrouiller. J'en ai marre d'être au crochet de mes parents. Et un jour, j'arrivais pas à payer une facture EDF. 80 €. Mais tu avais déjà dit à tes parents de ne plus rien payer. Vas-y. Donc 80 €. Ouais. Et je me dis, je vais voir, et il y a des aides. Ouais. Donc je vais en solliciter une. Pour une fois. Voilà, pour une fois. 80 €, un dossier de 40 pages avec 50 justificatifs. Bon, très bien, dur. Pour 80 €, je remplis le dossier, très confiant, je suis content d'avoir essayé de faire quelque chose, d'essayer de m'en sortir par moi-même. La décision tombe 3 semaines plus tard. Désolé, on ne peut répondre favorablement à votre demande, il faut demander à vos parents. Ah. Et juste à côté de ça, une femme arrive. Et ce n'est pas du racisme que de dire ça, puisque c'est une situation que j'ai vécue. Oui, et je n'en fais surtout pas une généralité. Ouais. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face et dire que ces choses-là n'existent pas. Et une femme arrive et elle dit, vous savez madame, les salaires en Afrique n'augmentent pas. Et la réponse... Une femme te dit, pas madame. Non, elle dit à l'assistante sociale. Okay. Moi, j'étais encore là, elle lui dit ça. Je n'ai pas compris, vas-y. Et l'assistante sociale lui répond, je comprends madame, on vous met en contexte RSA tout de suite. Et donc, d'un côté, il y avait la jeunesse, donc moi, 20 ans, c'est ce que tu disais tout à 80 € d'aide de mon EDF. La seule aide que j'ai eue, puisque j'ai le droit à aucune bourse, rien, j'ai financé mes études uniquement sur le dos de mes parents. Et là, je demande 80 € et l'État me répond, débrouillez-vous. Et donc, à côté, t'entends... Et donc, je me dis qu'il y a un problème sur le social, parce que des jeunes qui ont besoin du social, il y en a plein. Des jeunes qui ont accès au social, il n'y en a pas beaucoup. Non. Et donc, le vrai problème, il est là. C'est de l'utilisation. En France, il y a de l'argent. Et déjà, quand tu disais les jeunes qui ont accès au social, il n'y en a pas beaucoup. Ils essayent. Il y a plein de jeunes qui essayent, parce que moi, je suis en contact avec plein de jeunes. Et souvent, pour prendre un rendez-vous, rien que le rendez-vous, c'est une galère. Tu tombes sur une machine, on va dire ça comme ça, sur un répondeur. Et en fait, il y a de quoi être désespéré. Quand quelqu'un est déjà désespéré, il essaye d'avoir une personne à qui parler, il tombe sur un répondeur qui lui répète 36 fois la même chose, il n'arrive pas à s'en sortir. Quand tu es jeune, tu lâches vite l'affaire. Il y a le président Emmanuel Macron qui, justement, ça avait fait un peu débat. Il avait dit, oui, je ne comprends pas, avec tout ce qu'on dépense dans l'aide sociale, que les gens soient toujours autant dans la merde. Mais c'est vrai. Ils n'arrivent pas à avoir rendez-vous. Quand le gouvernement... Ça risque pas de s'améliorer. Non, mais quand on voit le gouvernement, il y a beaucoup d'argent dans le social. Oui. Et c'est vrai que quand on voit encore des gens... Mais ça paraît inefficace. Autant dans la merde, oui, c'est inefficace. Le président lui-même le reconnaît. Donc après, on ne peut pas changer la France d'il y a 30 ans, en 2 ans, en 3 ans. Quand je vois tout ce qu'on attaque sur Emmanuel Macron, qu'on soit pour ou contre... Non, on l'avait dit ici, avec le monsieur Laurent Fontaine. On avait reçu Laurent Fontaine ici, on en avait parlé. C'est vrai qu'il a pris les frais des présidences précédentes. Oui, et puis c'est pas évident. On va pas dire le contraire. Et je suis désolé, lorsqu'il dit la phrase, peut-être que c'est pas un président de la dire, mais lorsqu'il dit « vous avez qu'à traverser la rue, vous allez trouver du travail », je suis désolé, oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, moi, demain, j'ai plus de travail, mon entreprise coule, je n'ai plus rien, j'ai juste à aller en face de chez moi, il y a un café, c'est vrai, il cherche toujours quelqu'un. Alors je dis pas que c'est le métier que je voulais faire. Pour toi, il va être fermé bientôt. Ouais, c'est vrai, il va fermer, donc là on est mal. C'est ce que j'allais dire, la restauration... Il y a eu des manifs, tout va fermer bientôt. Enfin, je ne sais pas si on va être en confiné ou pas. C'est bien parti pour, en tout cas.
quand tu disais, oui, c'est vrai que cette phrase, elle a été mal perçue. Alors moi, je reviens d'abord en arrière sur M. Emmanuel Macron. Moi, au tout début, je t'avais dit, hein, je trouvais, comme j'ai dit à Laurent Fontaine, je me suis dit, ouais, il arrive. Pour moi, c'était l'idéal. Beau gosse. Enfin, beau gosse, ouais. Il me connaît, tu vois. Il passe bien, beau il gosse. monte la nouvelle génération. Il passe bien. Il va rénover la France, enfin pas rénover, mais... Oui, ce que je me disais, c'était que voilà, c'était du renouveau. Moi, quand il avait ramené les drag queens à l'Élysée, je l'ai souvent dit, moi, j'avais été épatée. Je disais, tiens, ça, c'est quelque chose, c'est du changement. Je me suis vue aller de l'avant, mais en marche. Je me suis dit, c'est un précurseur, il va tout bouger, tout chambouler. Et là, c'est vrai que quand on entend, quand on voit tout ce qui promettait, qu'on entend, oui, du boulot, il y en a, il suffit de traverser dans le café d'en face pour en trouver, eh ben, il y a la plupart des Français qui te diront non. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà en France, il ne faut pas le nier, tu es plutôt beau gosse. Tu as la chance. Tout le monde n'a pas la chance d'être comme toi. Déjà, tout le monde n'a pas la chance d'être sapé aussi, d'avoir du goût. C'est une question d'éducation. Mais je pense qu'on ne doit pas faire attention à cela. On ne devrait pas. Mais la plupart, on ne devrait pas. Mais la plupart des Français, la plupart des gens qui ont des restaurants, et c'est normal, et j'ai envie de dire c'est normal, font attention à leur commerce. Donc, ils demandent une présentation assez... Oui, mais ça, tout le monde peut faire des efforts sur soi-même. Exactement. On ne demande pas d'avoir la taille de guêpe. Mais le délit de sale gueule existe quand même. Tu vas pas me dire le contraire. Mais malheureusement, il existe. Même pour les logements, pour se loger, ça va être accepté pour Pierre et ça sera refusé oui, à sur un Nabil. même dossier, ça voilà. c'est sûr. Donc je veux te dire que cette phrase, le sens inverse aussi existe. Tu penses qu'elle était vraiment appropriée dans la tête des Français, ça peut faire aussi boomerang, tu vois. Tu disais, en fait, les situations, on va dire... un peu comme ça étrange existe, mais à tout niveau. Mais exactement. J'ai passé un casting. Il faut les prendre en compte. J'ai passé un casting pour faire la météo de TV5 Monde il y a quelques années. Et donc, je passe le casting, très bien, on me dit super. Elle me dit le seul problème, Xavier, c'est que tu es pas assez basané. Voilà, mais ça existe dans les deux sens. Mais tu sais que je l'ai connu moi aussi, hein, en tant que comédienne aussi. On me dit, je passais des rôles de black et bien sûr, je passais pas. Et je pense que la phrase d'Emmanuel Macron... Mais elle a été maladroite. Elle est peut-être maladroite, mais à un moment, il faut savoir secouer les choses pour se bouger aussi. Alors, je crache. Elle a été maladroite. Peut-être qu'il voulait le dire autrement. Peut-être qu'il voulait dire qu'un jeune qui vraiment en veut peut y arriver. Je pense qu'il a voulu le dire comme ça. Mais demain, on peut créer notre entreprise. Sa manière de s'exprimer, ça émis une sensation de vulnérabilité chez certains. Ce que j'entends derrière, c'est on ne peut pas demander... la Lune. Non, mais on ne peut pas tout attendre du gouvernement ou de l'État. Ce qu'on entend, c'est qu'on ne peut pas demander la Lune. Eh bien, on ne demande pas la Lune. La plupart des Français demandent juste un boulot. Non, mais vous pourriez être ici, vous pourriez être tranquillement chez vous, tous les deux, en train d'attendre qu'on vous donne un travail. Ben non, vous décidez de faire une émission de radio. Donc, c'est toujours la même chose. Oui, mais moi, alors, je vais répondre, par exemple, pour ce jeune, par exemple, je vais prendre la place de ce jeune en question. Moi, personnellement, oui, on est là, on s'est battu pour y être, mais ça ne veut pas dire que je me suis pas fait fermer la porte à la tête 1 million de fois. Et combien de fois moi aussi. J'ai persévéré, mais je ne peux pas te dire que moi, j'ai pas été victime de ma physionomie, de mon âge. Alors ça, je suis d'accord. Mais dire qu'on ne peut pas trouver de travail, oui, on ne peut pas trouver peut-être le travail de ses rêves. Mais pas à côté et pas de suite. Et peut-être que cette personne en avait besoin. Tu sais pas, on a parlé des jeunes qui se prostituent. Maintenant, comme la mère qui travaille à 1500, qui gagne que 1500 €, qui a un enfant, qui n'a pas le droit aux aides, c'est maintenant qu'elle a besoin d'aide, cette personne que je connais. C'est maintenant, tu vois ou pas ? Quand tu téléphones sur un répondeur et que toi tu es au bord du gouffre, tu sais pas comment tu vas te nourrir demain, t'as rien dans ton frigo, t'as peut-être des pâtes, c'est tout ce qui te reste. C'est maintenant que tu veux. Mais c'est bien sûr, et c'est pour ça que je dis qu'il y a besoin, à mon sens, hein, et je suis pas... C'est facile de parler. Non, mais c'est facile de parler. Aujourd'hui, il y a des députés qui se battent tous les jours. C'est aussi une fonction difficile. Diriger un pays, c'est une fonction difficile. Donc, c'est comme quand on dit il y a autant de sélectionneurs de l'équipe de France que de Français. Puis la communication aussi, comme disait Laurent Fontaine, oui. c'est pas non plus, je reprends, c'est pas non plus évident. Des fois, tu veux dire certaines choses, tu peux être maladroit à en dire d'autres, et puis en France, tout est relié à haut niveau. Non, mais totalement. Et je pense que oui, c'est difficile. Il essaye, franchement. On a un président, pour moi, qui est dynamique, qui s'investit quand même, qui pour une fois met ses intérêts personnels derrière lui. Et la seule chose qui l'inquiète, c'est la vie des Français. Malheureusement, c'est bien crash, parce que des invités qu'on a eu ici, tu peux cracher aussi, hein, du tout, comme je te disais, ton côté positif. Non, et moi je trouve que pas mal d'invités ont craché contre. Hein.
Mais il est humain parce qu'en fait, ils ne le connaissent pas. C'est un homme humain qui aime les gens. Est-ce que tu le connais personnellement? Je le connais. En tout cas, j'ai pu dans le passé peut-être m'investir dans des fonctions qui m'ont permis de le croiser, effectivement. Mais, donc vous vous êtes rencontrés quand même. Mais du coup, ce que je vois, c'est que, par exemple, je vais donner un exemple, mais quand Brigitte Macron, en pleine campagne présidentielle, continue à aller faire ses courses au Carrefour Market à côté, on peut pas dire que ces gens sont complètement déconnectés de la vie des Français. Brigitte Macron, une institutrice, du coup, une prof de français, qui croise des enfants et des jeunes tous les jours, qui a été confrontée à la difficulté. Tu peux le voir autrement aussi. Elle est très proche d'Emmanuel Macron. Tu peux le voir autrement aussi quand on entend... parce qu'ils ont des proches à l'Élysée qui a des crises entre les deux et qu'elle casse de la vaisselle qui vaut je ne sais plus combien d'euros. Ça c'était... bref. C'était avec François Hollande et Valérie Trierweiler. Je relais. Et que quand on entend, par exemple, qu'elle a connu M. Macron, il avait 15 ans, et qu'elle est notre première dame aujourd'hui, mais que pour pas mal de gens, ça paraît encore assez choquant, ça peut discréditer tout ça. Finalement, même la belle image... Moi, ça ne me choque pas. Moi, chacun vit ce qu'ils ont à vivre. Regarde, la loi, il y a des lois qui vont être votées dans pas longtemps pour le consentement vis-à-vis d'un enfant. C'est à partir de 15 ans, quand on pense qu'elle l'a rencontré. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font... Non, je pense qu'il n'y a aucun parallèle à avoir là-dedans. Déjà, il ne faut pas oublier... Pour certaines personnes, les Français sont divers. Non, mais il ne faut pas oublier la séparation des pouvoirs. L'Assemblée nationale n'est pas sous l'autorité du président de la République. Ah, ça, c'est sûr. L'Assemblée nationale, si elle décide de voter une loi, elle décide de la voter. Mais si même le président n'a pas envie de cette loi... Mais c'est bien de dire crash, parce que pas mal de Français ne le savent pas, ça. Mais ça s'appelle la séparation des pouvoirs, c'est dans la Constitution, et donc cette séparation des pouvoirs, elle est claire. C'est voilà, le gouvernement est indépendant de l'Assemblée nationale, donc il ne faut pas tout attribuer au président de la République. Le président de la République, il est là, en haut, mais il y a différentes sphères, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale, il y a le gouvernement. Et pourquoi le président de la République, finalement, au final, pour que les Français comprennent bien, il est là pourquoi ? Chacun doit apporter sa définition à cette définition. Je veux la tienne, c'est la tienne qui m'intéresse. C'est toi mon invité aujourd'hui. Non, mais le président de la République, il est là pour donner envie à la population. C'est une belle vision. Ouais. Moi, c'est Nicolas Sarkozy qui m'a donné envie d'être entrepreneur. Voilà. C'est vrai que Nicolas Sarkozy, comme on l'a dit dans une émission, avait du charisme. C'est incroyable. C'est qui l'a dit ça d'ailleurs? Je sais plus. Il y en a 2-3 qui l'ont dit. Moi, quelqu'un de charismatique. Indépendant des affaires, etc. C'est un homme, franchement, on a eu de la chance de l'avoir à la tête de notre pays. Mais je comprends qui t'a fait cet effet-là, puisque c'était pas le seul. Sincèrement, il m'a donné envie de m'investir, de m'engager. Et je pense que c'est ça, un président doit servir à cela. Et Emmanuel Macron, voilà, il donne cette envie. Quand on dit qu'il n'est pas humain... Mais c'est quand même plus Sarkozy qui t'a donné l'envie de t'investir. Bien sûr, parce que c'était en 2007, donc j'avais 18 ans, c'est la première fois que j'ai voté. Mais est-ce que quand M. Macron a fait sa candidature, il t'a donné autant envie que M. Sarkozy? En fait, j'aime beaucoup Emmanuel Macron, j'aime beaucoup le parcours, j'aime beaucoup la personne. Je demande ton avis à toi. Voilà, je trouve qu'on a la chance d'avoir un président jeune. Certains voient ça comme un défaut, certains voient ça comme une qualité. Moi, je trouve qu'on a de la chance. Après, personne n'est parfait. Au début, je l'ai vu comme une force, moi. Non, mais personne n'est parfait. On aimerait qu'à la tête de notre pays, on ait des gens parfaits. Non, c'est pas possible. Mais est-ce que toi, tu es parfaite? Est-ce que moi, je suis parfait? Est-ce que tu es parfait? Non, ça n'existe pas. Non, là, je te rejoins. Quand même. Je savais. On fait tous des erreurs, on fait tous des maladresses, etc. Alors, bien sûr, quand on est chef de l'État, on doit faire attention à ces maladresses. Mais est-ce que c'est vraiment le plus important? Bien sûr qu'il y a encore des choses à changer. Bien sûr qu'il y a plein de réformes à faire. Mais ça fait 3 ans qu'il est au pouvoir. Est-ce que tu apprécies le fait... Alors, il y a quelque chose que les Français ont du mal, c'est le fait qu'il fasse le tour du monde et qu'il aille d'un pays à l'autre, qu'il soit beaucoup en Afrique de l'Ouest. Toi, ça te dérange ou pas? Crash. Alors, il est quand même bien présent en France. Il se déplace beaucoup moins que François Hollande. Ça, c'est un constat. Mais c'est ça, Crash. Il prend pas de scooter. Il va pas dans les parkings manger des croissants. Tout ça, non. Mais pareil, François Hollande, moi, franchement, ça n'a pas été un président qui m'a transporté. Mais j'ai trouvé son exercice, les leçons du pouvoir. Il a écrit un livre. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui lorsque j'étais en vacances dans le sud de la France l'année dernière. T'as lu son livre? Je l'ai lu parce que je trouve que c'est très honnête et courageux d'un président de dire voilà ce que j'ai fait de bien, voilà ce que j'ai fait de mal. Et il le reconnaît. Et il le reconnaît dans un livre. Et je
me dis, bah, c'est bien. Parce que voilà, au moins il assume les choses qu'il a mal faites. Tu as attisé ma curiosité, j'irai voir. Non, mais vraiment, je trouvais que c'était très intéressant d'un chef de l'État de faire cet exercice. Et je me rappelle, c'était à Cassis, donc à côté de Marseille. Il était venu dans un petit café faire une dédicace et il a pris le temps de discuter avec tout le monde. Moi, j'ai discuté avec lui, j'ai eu cette chance parce que échanger avec un chef de l'État, c'est pas donné non plus tous les jours dans ta vie. Vous avez parlé anglais. Et du coup, on a échangé pendant 10 minutes. Il m'a écouté. Je lui ai dit, j'ai pas voté pour vous. C'est quelqu'un de sympa. Ouais, franchement, il a écouté. Il m'a pas insulté quand je lui ai dit, j'ai pas voté pour vous et j'ai pas aimé votre politique. Il m'a écouté. Il a dit, voilà, je comprends parce qu'il y a eu ça. Je trouve, voilà, c'est honnête. En tout cas, j'ai bien aimé sa démarche. Je suis pas du coup en accord avec toutes ces idées politiques. C'est lui qui a cassé, par exemple, les heures supplémentaires apportées par Nicolas Sarkozy, alors que ça, c'était un réel pouvoir d'achat et une avancée pour tous les salariés qui, du coup, étaient défiscalisés. Ces heures supplémentaires étaient défiscalisées. Il les a enlevées. Enfin, bref, il y a eu plein de petites choses, mais enfin, voilà, je fais pas de politique, j'en sais rien, mais moi, ce que je vois en tant que citoyen, c'est ça. C'est ce constat-là et c'est mon point de vue personnel. Oui, mais tout à l'heure, quand tu parlais, on a vu que quand même, il y avait un problème. Par exemple, quand on voit la loi, le 39-43, ça t'a pas choqué ? Le 39-43 non, c'est le 49-3. 49-3, pardon. Oui, le 49-3. J'ai fumé avant de venir. 39-43, c'est le nouveau Minitel. Cette loi, ça, finalement... Non, alors le 49-3, ça existe, c'est-à-dire que... Oui, mais ça t'a choqué ou pas? C'est tout ce que je veux savoir, si ça t'a choqué, ça t'a pas choqué, pas plus que ça, finalement, tu comprends? Crash. Je sais pas. Parce que ça a été un problème pour beaucoup de personnes. Alors, est-ce que parfois, il faut... Du coup, on renonce tout, on arrête dès qu'il y a une manifestation. Parce que c'est par rapport à la SNCF, tu vois, pas pourquoi je reviens dessus. Non, mais parce que, est-ce que du coup, on annule tout? Dès qu'il y a quelqu'un dans la rue, hop, on arrête, on fait plus de réformes. Ou alors, on essaye quand même d'agir. Tu penses que oui, ça peut créer des peurs à faire des réformes? Tu penses que bien finalement... sûr, mais on le voit, dès qu'il y a une réforme, il y a une manifestation. Donc on est en France, hein, faut pas l'oublier. Tous les samedis, il y a une réforme. Mais même moi, quand j'étais au lycée, j'ai manifesté pour le CPE. Fillon, démission, etc. Donc je l'ai moi-même chanté parce que je sais pas pourquoi, je n'étais pas forcément très intéressé par ça. Juste pour la chanson. Mais bon, voilà, donc c'est un peu dans les gènes du français d'aller manifester, de se révolter, la révolution, nanana. Tu sais qu'on le dit partout, hein, même aux États-Unis. Hein, quand j'ai été aux États-Unis, on m'a dit les Français c'est des râleurs. Ah oui. On est. Après, il y a des problèmes. Mais il faut avancer. Et il faut trouver peut-être d'autres solutions pour faire avancer plutôt que d'aller manifester. Voilà. Mais il faut se faire entendre. Hein. J'entends les gilets jaunes, etc. Tu es contre les manifestations? Non, je suis pas contre. Parce que comment tu peux revendiquer si tu manifestes pas? Il faut libérer. Bah, je sais pas. Il y a peut-être d'autres façons de faire passer son message. Non, je sais pas. Comment, à travers les réseaux sociaux? Comment tu verrais le truc? À travers les réseaux sociaux, à travers, je sais pas, des messages plutôt positifs, plutôt toujours d'être dans le négatif, essayer de construire ensemble. Mais est-ce que les manifestations qui ont lieu sur les réseaux sociaux sont assez visibles? Non, mais je sais pas s'il faut manifester. Je pense qu'il faut construire ensemble une société, voilà, plus bienveillante, plus sociale, moins râleuse. C'est ce que tu voudrais dire. Voilà, mais ça c'est nous. Hein. La société, c'est le reflet de nous. Hein, parce que j'entends souvent, il y a une phrase qui me fait rire. Ah, ces gens-là. Oui, mais ces gens-là, c'est nous, en fait. J'adore, on croise les voisins dans l'ascenseur. Ah oui, les gens, quand même. Oui, mais les gens, c'est qui? C'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Donc ça me fait rire, parce qu'il y a des gens qui me disent, ah, les gens se parlent plus dans l'immeuble. Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un dans l'immeuble? Tu rejoins beaucoup John Doe, hein. C'est vrai qu'il nous avait dit exactement la même chose que toi. Non, mais c'est vrai. Et donc moi, je me force à aller parler à mes voisins. Parfois, on me parle de rien, de la pluie, du beau temps, ça va, votre mère, et le chien, il va bien. Et si on te répond pas, tu fais comment? Parce qu'il y en a qui répondent pas. Hein. Non, ils répondent. Généralement, quand on s'intéresse aux gens, ils répondent. Donc c'est pour ça, quand on dit oui, dans les villes, les gens se parlent plus. C'est aussi peut-être un délit de sale gueule parce que tu vois, pour le coup, John Doe, il est black, tu vois. Il dit oui, lui, il habite dans un immeuble bon chic, bon genre, et du coup, il a ses voisins, et puis lui, tous les matins, il les croise et puis il leur dit bonjour, puis ils lui répondent pas. Je raconte la petite anecdote. Non, mais ça. Et du coup, des cons, il y en a partout. Je sais ce que tu vas dire. Et du coup, une fois, il a parlé à la dame et il a dit mais je vous vois tous les matins. Je vous dis, vous me répondez pas. Est-ce que il y a quelque chose à ça? Et bien finalement, elle s'est faufilée, elle lui a toujours pas répondu. Il a dit, il y a des gens qu'on peut pas changer. La nature humaine est comme ça. Et ça, c'est vrai. Alors c'est vrai parce qu'il y a pas très longtemps, une personne m'a dit ça, il m'a dit, ça sert à rien, Xavier, de vous énerver contre certaines situations. Il y a des gens que vous ne changerez jamais. Et si vous voulez les changer, vous allez
vous pourrir la vie, parce que quoi qu'il arrive, vous n'arriverez pas à les changer. Et c'est vrai que lorsqu'on est on comprend pas que les gens soient parfois aussi méchants, aussi incompréhensifs, parce que nous, on est dans le partage, dans l'échange, on veut simplement dans l'empathie, et donc quand les gens ne le sont pas, c'est déstabilisant. Mais après, il faut savoir vivre avec, parce que de toute façon, on changera pas les gens, on va pas changer le monde. Mais par contre, si tout le monde fait des petits efforts, on peut peut-être essayer de faire changer un peu la société. Modifier un tout petit peu. C'est pour ça, il faut pouvoir plutôt le verre à moitié rempli qu'à moitié vide. Ouais, et qu'est-ce que je veux dire? Alors ton parcours, qu'est-ce que tu pourrais dire? Parce qu'on a beaucoup parlé de toi. Ton parcours, la chose qui t'a marqué le plus dans ton parcours? Non, la chose qui m'a marqué le plus, c'est... il faut toujours croire en soi. Il y a toujours des gens pour vous dire tu n'y arriveras pas. C'est ce que tu dirais aux jeunes. Tu es nul. Et ça, il y en a plein. Hein. Il y en a plein parce qu'ils ont peur pour leur poste, ils ont peur pour eux-mêmes. Alors ça, c'est bien de le souligner parce que personne nous a jamais. Vas-y, crache. Mais non, mais parce qu'ils ont peur, parce qu'ils oublient que la réussite ne se fait jamais seul. Donc même s'il y a un jeune qui arrive et qui a un super talent, si vous croyez en vous et que vous avez vous-même un talent, il n'y a pas de raison que le jeune il prenne votre place. Simplement, vous serez peut-être complémentaires et vous allez arriver à faire des choses plus grandes parce qu'on fait des choses plus grandes ensemble, pas seul. J'ai rarement vu un mec réussir seul. Tu as tout à fait raison, et ça dans tout. Je vais te donner un exemple. Dans une grande entreprise comme Essilor, par exemple, il y a des gens qui travaillent. Ma sœur est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, et il y a des gens qui ont refusé de la former, des anciens, parce qu'ils avaient peur qu'elle prenne leur place. En fait, au lieu de la former, ils l'ont boycottée pour pas qu'elle augmente de statut. Mais après, la responsabilité, elle est à tout niveau. Elle est au niveau des dirigeants. Parce qu'on n'a pas donné confiance aux gens qui sont là depuis longtemps. Exactement. On les a sous-estimés. Tout à fait. Et donc, on les a sous-estimés. Donc, eux, ils ont peur. Donc, alors que si on leur dit, vous êtes super, il n'y a aucune raison que quelqu'un vienne. Et puis, au pire... T'as craché, ça dépend aussi de la hiérarchie, en fait. Non, mais... La confiance qu'on donne en tout à chacun. C'est un tout. Donc, il faut toujours croire en ce que l'on veut faire. Et tout est possible. Je vais citer un exemple. Quand je suis arrivé à TF1, j'ai envoyé 10 CV avant que l'on me reçoive. Au bout du 10e CV, j'ai eu un entretien. À la suite de cet entretien, la RH va voir l'opérationnel de l'époque pour TF1 Publicité et elle dit je crois que ce jeune va pas vraiment faire l'affaire. Et donc la directrice de l'époque dit ah bon, pourquoi? Son style vestimentaire. Et donc si cette femme s'était arrêtée sur ce style vestimentaire, j'aurais jamais travaillé à TF1 pendant 3 ans. Non mais tu t'habillais comment? Tu étais avec la même chemise? Pire. Non mais c'est vrai, mon style vestimentaire c'était une catastrophe. T'étais en fluo, en vert, je sais pas. Oui, vert fluo, pull vert fluo, jean troué et la veste noire huilée, un truc un peu qu'il y avait il y a 10 ans là. Pourquoi t'as été en entretien comme ça? Je sais pas, moi je suis allé comme je suis. Et donc en fait ça montre une chose, ça montre que n'essayons pas de changer, soyons nous-mêmes. Parce que quand vous essayez de ne pas être vous-même, même si parfois vous êtes excessif, même si parfois vous êtes qui vous êtes, au moins vous êtes vous-même. Et ça, on ne pourra jamais vous le reprocher. On pourra toujours reprocher à quelqu'un de mentir sur soi, mais d'être soi-même, il est lui-même. Il faut savoir comprendre l'autre. Et cette femme a passé le cap, elle a dit je veux quand même le rencontrer. Et elle me rencontre, elle me dit bon, c'est ok, vous allez travailler avec nous, par contre vous allez oublier le côté bling-bling de TF1 et vous allez... Donc, attention, tu as su la convaincre par ton bagou. Voilà, donc, exactement. Tu n'avais pas la tenue, de ce que tu nous expliques, tu n'avais pas la tenue vestimentaire, l'apparence... Mais le feeling passait bien. Le feeling, tu avais ce qu'il faut. Et donc le deuxième jour, je décide d'aller au dernier étage de la tour TF1 et d'aller rencontrer Nonce Paolini. Le PDG de l'époque. T'as pas froid aux yeux. Le deuxième jour, je suis stagiaire, et je monte au dernier étage pour rencontrer Nonce Paolini. La secrétaire me dit mais comment ça vous voulez rencontrer Nonce Paolini? Je dis oui, je veux rencontrer Nonce Paolini, je vais faire de la radio, je vais faire de la télé. Elle t'a pas bloqué? Non, alors elle me dit laissez-moi un courrier. Et puis du coup, je reste 1 an, 2 ans, 3 ans à TF1. J'ai jamais rencontré Nonce Paolini. Le dernier jour de mon contrat, qui s'est transformé en CDD, du coup, la directrice, il était midi, on avait fait un pot la veille de départ, etc. Et il est midi, elle me dit bon écoute c'est vendredi, t'as fini, vas-y pars. Je dis non je pars pas, j'étais triste. Première grande expérience dans première chaîne d'Europe. Sans avoir aperçu ce que voilà. Et mon téléphone sonne à 18h. La secrétaire, Nonce Paolini, va vous recevoir. Donc elle avait transmis Elle a transmis, mais le dernier jour, donc elle s'était certainement renseignée sur le dernier jour de mon contrat. Et elle me dit à 18 ans, si j'étais parti à midi, mon téléphone aurait sonné, je ne l'aurais jamais vu. Et là, je monte au dernier étage, vous avez 20 ans, 21 ans, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais dans tous tes états comme connerie? Parce que rencontrer le président de la première chaîne d'Europe à 21 ans, c'est qui tout double. Et il finit une réunion, il va voir sa secrétaire, il vient me voir, il fait, j'ai 1 minute 50 à vous accorder.
dans ma tête, je me dis c'est foutu, t'es un petit con, t'es grillé à mort dans la profession. Et donc je rentre dans son bureau, je commence à lui parler. Il te dit j'ai 1 minute 50 à vous accorder. Horrible. Et il se retourne, je lui parle, etc. Il se retourne et il me dit et alors? Putain, je me dis quelle catastrophe. Et là je lui dis, il y a le périph' qui passe à côté de TF1. Je lui dis, vous voyez monsieur Paolini, quand j'allais à Disneyland Paris tous les ans avec ma grand-mère, donc on prenait un bus à la campagne, on allait tous les ans à Disneyland, et je disais à ma grand-mère, un jour je travaillerai à TF1. Et j'y suis arrivé, je suis très fier et je suis très content d'avoir collaboré dans votre groupe. Tu lui as parlé toi directement. Et là il m'a dit, bon allez, installez-vous. Et j'ai fini par parler 20 minutes avec le président de TF1 à 21 ans. Et même il y a des gens qui étaient en CDI, des grands postes qui n'ont jamais eu cette chance-là. Tu dirais que c'est une question de charisme? Non, je sais pas, mais... De chance? De naïveté, de chance. Le message dans le sens du poil. Non, je le pensais vraiment. Non, mais quand tu le ressens en plus. Oui. La chance du débutant. Oui, je me rappelle, c'était très drôle. J'avais pris des photos sur le plateau, j'avais donné des photos de moi sur le plateau du JT de TF1, c'était n'importe quoi, ce rendez-vous. Mais il m'avait dit, continuez à être un animateur radio, vous serez un excellent animateur télé par la suite. Et ça t'a aidé après? Bien sûr, ouais, ça m'a aidé, ça donne confiance. Ouais, ça t'a donné confiance, mais est-ce que ça aboutit à d'autres choses ou finalement c'est encore toi qui as dû te battre ou finalement non, on doit toujours se battre, on doit rien attendre de personne. En fait, voilà, c'est ce que je voulais que tu craches. C'est-à-dire que tu as rencontré la personne que tu devais rencontrer, c'était le big boss, mais tu as quand même dû. Mais surtout lui, à son poste, il pouvait pas. À faire tes preuves. Moi, j'avais 21 ans, il n'allait pas me dire, bien sûr, allez-y, présentez l'émission dès demain. Il y a beaucoup de jeunes qui le savent pas ou qui se trompent. C'est pour ça que je te dis crash, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent, ah, si je vois le grand patron, le big boss, ça peut marcher. Ça dépend des situations. Mais là, à 21 ans, il allait clairement pas me donner une émission sur TF1. Il faut quand même être. Mais il aurait pu te donner un CDI. Ouais, mais est-ce que j'en voulais, je sais pas. Est-ce que j'aurais dû le prendre? Je pense pas non plus. Du coup, je pense que quand on est jeune, il faut savoir aussi prendre des expériences, peut-être un peu moins glamour, pour apprendre. Parce que si j'avais... Alors, quel genre d'expérience un peu moins glamour tu as fait? Non, mais j'ai travaillé à Rire et Chanson, j'ai fait les micro-trottoirs après les... Parlons des... Voilà, micro-trottoirs. Micro-trottoirs après les spectacles des humoristes, où un jour, je devais ramener quelque chose sur les Chevaliers du Fiel. Non, les Chevaliers Las Palais, pardon. Non, c'est les Chevaliers... Non, comment il s'appelle, Las Palais, là je peux pas t'aider, là. Bon. Ouais, Las Palais, le duo d'humoristes, là. C'était un spectacle en partenariat avec Rire et Chanson à l'époque, et du coup il me dit, tu ramènes des trucs sympas pour demain, bien sûr, le Nagra, tout ça. Sauf que tout le monde sort de la salle au milieu du spectacle, c'est de la merde, il récite, nanana. Et moi je me dis, mais comment je vais faire pour ramener un truc demain? Donc des fois j'allais voir des gens, je dis, s'il vous plaît, je suis jeune, mais je dois ramener un truc. Alors il y a des gens qui me disaient, ouais, on a bien aimé le spectacle, mais en fait c'était pas du tout vrai. Enfin, du coup c'était drôle parce qu'il y a plein d'expériences comme ça quand on m'a fait couvrir la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis. Je voyais des gens qui pleuraient de joie, machin et tout. Moi je l'avais toujours pas vu, et je l'ai vu, je crois, quelques années plus tard quand il est passé à la télé sur TF1. Et j'avais tellement un souvenir marquant de ce film à travers le témoignage des gens. Je me suis dit, ça va être incroyable. Et je me rappelle qu'au bout de 20 minutes, je me dis, c'est pas possible. C'est pas ça. Il y a un problème, c'est pas la même version. Tu t'es trompé de film. Je me suis trompé de film. Il crache. Du coup, pour toi, Bouzouel, ça devait ressembler un peu à la Creuse. Et du coup, j'ai détesté. Et parce que j'avais tellement eu une expérience et mon imaginaire, on avait fait tellement une vision différente. Ouais, des caisses que finalement. Que du coup, j'ai détesté. Mais il y a plein d'exemples comme ça, que j'ai été casteur pour une émission qui s'appelle La Toile Infernale pour Canal J. Le mercredi après-midi, je devais aller caster les gosses qui venaient sur le plateau. Non, c'était avec les enfants. C'était improbable. C'était très drôle de faire ça. On m'a improvisé chauffeur de salle. Un jour, on était en plein tournage. Il y avait Tom Frager et Joy Jonathan invités pour une spéciale avec des guests pour cette émission. Et on prend du retard parce que Joy Jonathan se blesse à la cheville. Et le chauffeur de salle, qui est un ancien des Link Up. Il fait d'ailleurs toujours chauffeur de salle, je crois. Exactement. C'était PMP, je crois. Ouais, totalement. Et donc, il doit partir, il a un avion. La productrice arrive, me met le casque, il me dit, allez, vas-y. Allez, vas-y. Et là, j'entends dans mon casque 4, 3, 2, 1, applaudissements. Et moi, je sais pas, je me mets à lever les mains, dire, mais qu'est-ce que je fais, quoi, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, du coup, voilà, toutes ces expériences ont nourri la personne que je suis aujourd'hui, et toutes les nouvelles expériences vont continuer à nourrir la personne que je serai demain. J'ai travaillé pendant 8 ans dans le groupe Radio France, j'ai traversé toute la France, de Bayonne en passant par Lille, Bordeaux, Marseille. J'ai fait toutes des émissions. Quel est ton pire souvenir?
Mon pire souvenir, c'est quand mon réveil n'a pas sonné un matin, que j'étais en matinale, que je présentais le 6-9. Je venais d'enchaîner 2 semaines d'émissions non-stop. Donc, c'était pas très légal à l'époque, mais bon. Du coup, j'ai enchaîné. Fatigué. Et je me suis pas réveillé. J'ai pas entendu mon réveil. Je me réveille, je vois le soleil. Il est 6h40. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je prends mon téléphone, 14 appels en absence. Mes parents qui s'inquiètent, qui écoutent la radio et qui, du coup, ne m'écoutent pas. Mon directeur des programmes, le directeur de la station qui appelle. Là, je me dis, c'est mort. Ça a beuté tout le monde. Là, j'ai mis mon jean. J'ai même pas eu le temps de me brosser les dents ni rien. J'ai mis de l'eau sur mon visage. J'ai couru jusqu'à la radio. Ce matin, non? Ce qui m'est arrivé, je me lève plus tard, du coup, maintenant. Et là, c'était horrible. Tu t'avais remplacé ou pas, non? Non, mais la journaliste a dû assumer les flashs entre des musiques pendant 40 minutes, 45 minutes. Tu t'es fait taper sur les doigts. Et ben en fait, j'étais tellement irréprochable que finalement, on m'a rien dit. J'ai même pas eu un avertissement écrit ou alors rien. C'est ton pire jour. Oui, c'est mon pire jour parce que vraiment, c'était non, franchement, je me suis senti vraiment très mal. C'est catastrophe parce que quand tu arrives à l'antenne complètement fatigué, t'as pas eu le temps de préparer vraiment ton émission. Parce que quand on fait la matinale, moi j'arrivais à 3h30, 4h à la radio. À l'avance. Donc tout ça était heureusement planifié. Voilà, mais je m'en rappellerai toujours. Il est 6h45, le journal Élodie Forêt. Et donc là, c'était horrible. C'est la première fois que cela m'est arrivé. Mais il y a tellement de belles choses, toutes les interviews d'artistes que j'ai faites. Une super anecdote, c'est avec Johnny Hallyday. Johnny Hallyday sort un nouvel album juste après ses problèmes de santé à Los Angeles. Et je décide de me dire, je vais faire une interview de Johnny Hallyday. Personne de Radio France n'avait obtenu cette interview. Et un jour, je rencontre Sébastien Farran, son manager, et il me dit, pourquoi pas. Il me dit ça. Moi, je prends son numéro et un jour, je l'appelle. Je vais faire une interview de Johnny. Ah bon, oui. Et là, il me dit, OK, Johnny fera l'interview avec vous, mais ça sera la seule interview qu'il donnera à Radio France. Tu l'as fait? Non, mais là, je me suis attisé. Tout le monde pète un câble. Mais comment ça se fait que ce jeune, il a une interview de Johnny? Normalement, c'est dédié à telle personne, parce qu'il est là depuis très longtemps et que c'est lui qui fait que les grandes stars. Mais ça s'est fait ou pas? Et ça s'est fait. Et Johnny m'a reçu à la suite d'un concert dans sa loge. C'était l'interview où j'étais le plus stressé et finalement qui était la moins stressante. Ah, c'est cool, Johnny. Mais incroyable. Et donc, je pose une question gênante où je dis, Johnny, hier, une biographie est sortie sur vous. Elle dit ça. Et là, je vois Sébastien Farran faire ça. En fait, c'est une interview interdite que Johnny ne voulait absolument pas parler. Et moi, je mets 2 pieds dans le plat. Il met les pieds dans le plat direct. Sébastien Farran me fait comme ça un signe. On va te couper la tête. Et là, Johnny répond quand même. Il me regarde et il fait... oui, c'est vrai, je ne voulais pas vraiment parler de cette biographie, mais bon, les gens peuvent dire des choses sur moi, même si elles ne sont pas vraies. Et là, il voit que j'ai toujours ce petit cahier, toutes les personnalités que j'ai interviewées, elles ont toutes mis un mot sur mon livre d'or, et dessus, il y a la langue des Rolling Stones. Et il fait, ah, mais c'est les Stones, vous aimez les Stones? Et je dis, ouais, j'adore. Il me dit, ah, moi aussi. Et du coup, il a détendu l'atmosphère. Il aurait pu quitter l'interview, parce que quand on est une star internationale, comme Johnny Hallyday, on s'en fout et on se casse dès que quelqu'un... Eh ben en fait, non, il n'était pas comme ça. Puis même ta naïveté, il a dû le ressentir aussi. Oui, j'étais jeune, j'avais 24 ans. Donc forcément, quand tu as 24 ans et que tu es face à Johnny Hallyday, quand même, voilà. Et ma seule tristesse, c'est que j'ai pas pu prendre de photos parce qu'il était démaquillé et qu'il par contre prenait pas de photos démaquillées. J'ai un petit mot, j'ai l'interview sonore, mais j'ai pas de photos. Mais sinon, voilà, ça c'est un très beau souvenir. Julien Clerc aussi en interview, il arrive comme ça dans son café préféré à côté de chez lui. J'avais un agra, je lui dis qu'est-ce que vous voulez boire? Il me fait un café. Il parle comme ça. Il parle comme ça. Et là, je me dis, bon, OK. Il commande un café et on commence l'interview. Et il fait comme ça. Oui, alors... je me dis, c'est pas possible. Et je monte le son à fond, j'entends rien. C'est plein d'anecdotes. Alors du coup, je le laisse parler. Et puis d'un seul coup, en fait, une fois qu'il est en confiance, il se met à parler. Et il se met à livrer des choses qu'il n'a jamais dites sur ses femmes, sur ses histoires, etc. Je rentre avec ces interviews à la radio, on me dit mais c'est incroyable, comment il t'a dit ça? Je dis je sais pas, il s'est passé quelque chose. L'as détendu. Et Bernard Lavillier aussi, je me rappelle, le Mécano Bar, on était dans un bar, il s'appelait le Mécano Bar, on devait faire une interview de 20 minutes.
Et puis là, au bout de 2 minutes, Bernard Lavilliers, on commence l'interview, il commande 2 pintes de bière. Je me dis, non, mais moi, je lui fais signe, genre, je bois pas mieux. Allez. Donc, on boit 1 pinte de bière, 2 pintes de bière, 3 pintes de bière, 4 pintes de bière. L'interview a duré 1h30. On a discuté, c'était incroyable. Ça aussi, c'est une belle rencontre. Alors, c'est laquelle ton meilleur souvenir? C'est le directeur de TF1, c'est Johnny Hallyday. En fait, c'est toutes ces... Et d'ailleurs, il est midi ici, si vous êtes sur IRF Radio. Bref, vas-y. Non, il y a aucune, je sais pas. T'en gardes, c'est que des bons souvenirs. Il y en a plein. Et c'est aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées, les anonymes dans les reportages. Je me rappelle une femme qui s'appelle, je sais plus, on va dire Madeleine, sur un petit marché en Normandie. Qui t'a marqué? Oui, qui me raconte que elle mange toujours son jambonneau. Elle vient sur le marché comme ça, où elle venait avec ses grands-parents. Avant, elle venait à vélo, etc. Donc, ce sont tous ces parcours et toutes ces histoires de vie. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que tu es profondément humain et que du coup, tu arrives à mettre les gens à l'aise que finalement, ils se livrent à toi? Est-ce qu'on pourrait... Oui, on peut dire que je suis humain, parfois un peu trop, parfois un peu trop naïf, parfois un peu trop gentil, parfois un peu trop tout, mais c'est pas grave. Je suis comme je suis. Et c'est pour ça qu'ils se livrent à toi? C'est aussi pour ça que tu as choisi la voie du journalisme? Pourquoi t'as pris cette voie? Je sais pas, c'est une passion. Ouais, non, c'est une passion depuis tout petit. Depuis tout petit, j'enregistrais. La chanson. Oui, puis j'enregistrais les reportages du 20h de TF1 de Claire Chazal. Je mettais ça dans le magnétoscope, j'appuyais sur play et je faisais Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et en face, j'avais le caméscope de la famille, la veste de costume de mon père, et je voulais déjà être dans ce milieu. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est au niveau des études. Est-ce que tu t'étais dit, je vais être journaliste? Je disais tout le temps, je vais être animateur télé. Animateur télé. Même quand j'étais au collège. Donc, du coup, tu as fait des études pour aller dans ce sens-là. Exactement. Après mon bac. Et après, ça a été le hasard, comme tu disais. Et après, ça a été la force, les rencontres, la chance. Il y a des choses que j'aurais pu faire, peut-être différemment. Mais bon, ce sont les erreurs, les échecs. Il y a encore une chose que je voulais savoir. C'est tout à l'heure, tu disais qu'une fois, tu as essayé de te débrouiller tout seul et que visiblement, ça n'a pas marché puisqu'on t'a pas payé tes 80 € d'EDF. Est-ce que tes parents ont continué à financer tes études? Non, enfin ils ont payé mes études, oui, mais après mes études, non, et je me suis débrouillé. Je me rappelle que j'ai été travailler dans une association qui s'appelait Entraide Familiale. C'est ce que je voulais savoir. Et cette association vient en aide lorsque tous les processus en place ne fonctionnent pas pour des gens, donc vraiment en marge des aides. Et comment tu l'as trouvé cette association? J'ai cherché, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose et j'ai trouvé. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas tout ce qu'il y a sur les réseaux, on est d'accord? Non, mais je sais plus comment j'ai fait. Non, Minitel, on avait déjà le téléphone. T'es mignonne. C'est bon, je suis pas né en 1945. Non, t'as 30 ans. Comment t'as fait en 2010? Il n'y avait pas Internet en 2010. Maintenant, avec les réseaux, ça va plus vite. Oui, avec les réseaux sociaux, sûr, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait Facebook, mais ça ne fonctionnait pas de la même manière. MSN, par contre. Il y avait MSN, on utilisait MSN aussi. Vas-y, Crash, comment t'as fait? Je sais que t'es débrouillard, mais je sais plus. Un ami te l'a dit? Quelqu'un t'a mis la puce à l'oreille? C'est venu comment? Oui, je pense que c'est quelqu'un qui me l'a dit parce que j'étais déjà très investi dans mon quartier. Et du coup, il cherchait un jeune pour faire des trucs l'après-midi. Et moi, j'y suis allé. Et du coup, j'ai payé ma facture EDF en allant travailler à Entraide Sociale l'après-midi. C'est super, t'as fait un peu comme ce qui se passe dans certains... l'abbé Pierre, tout ce qui s'ensuit, tu sais, les gens... C'est du travail social aussi. C'est vrai qu'ils contribuent et puis finalement, il y a un petit financement ou alors ils sont logés. T'as fait un peu ce... C'est ça, Finalement, tu rentres dans aucune case. En fait, j'ai essayé de me débrouiller. C'est juste ça. Et c'est que je pense qu'aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un me dire « Ah non, moi je fais pas ça », non, aujourd'hui tu dois tout faire. Ça te révolte. Quand t'es jeune, oui, peut-être c'est chiant quand t'es photographe de faire aussi un peu de vidéo et en même temps d'aller travailler le soir dans un bar. Oui, toi tu te dis c'est possible, c'est chiant, mais c'est faisable. Soit tu décides de réussir et d'aller au bout de tes objectifs, soit tu décides d'avoir la vie que tu auras avec l'investissement dans lequel tu as mis. Mais toutes les personnes qui ont réussi aujourd'hui à la tête de n'importe quelle entreprise, n'importe quelle réussite même à la télé, toutes les personnes que tu connais, oui. Ils y sont arrivés par la force du travail. Ouais, c'est ça. Peut-être certains. Mais peut-être certains. C'est ta fille, hein. Mais il a raison. On se met une petite musique. Ouais, midi 10. Alors, on va mettre une... J'ai entendu à vélo. Ça m'a fait penser à bicyclette. Quand on partait de bon matin, vas-y. Une musique choisie par Xavier Denis. Ah, j'adore Yves Montand. Ouais. Attendez, je cherche
Yves Montand, c'est quand même l'un des exemples de la réussite à la française. Un showman qui a été à New York. J'ai fait une série de documentaires sur lui pour Radio France. C'est pour ça que j'adore cet homme. J'ai rencontré sa dernière femme, Carole Amiel, tous ses amis, Bernard Pivot, Yvan Levaille, Costa Gavras, Jean-Paul Rapneau, les grands réalisateurs, qui ont tous peint le portrait d'un homme incroyable. Et donc, du coup, je me suis intéressé plus près en faisant ce documentaire sur lui. Et j'adore, c'est un exemple. Il est parti de rien. Il y a un son de l'archive INA sur Yves Montand. Et en plus, on la connaît toute. À bicyclette, oui. Et il y a un son d'archive où il dit, voilà, j'ai commencé, on m'a dit, vous chantez mal, vous chantez pas en mesure, et en plus, vous êtes moche. Et donc... Il a vu la totale. Gros tatou. Et le mec, il s'est dit, je m'en fous, j'y vais. Il est arrivé, c'est devenu un showman, un comédien, et ce qu'Yves Montand aujourd'hui... Il a eu les plus belles femmes du monde. Un emblème de notre histoire française. Et de retour sur IRM pour Radio, Crash ton venin, il est 12h14, vous êtes avec Xavier Denis. Oui, bah là on va parler un peu des médias, on va changer un petit peu, hein, c'est la deuxième partie. Donc tu vas pouvoir cracher, mais cracher ce que tu penses, hein, entre autres. Ça n'engage que toi. Hein. Non mais qu'est-ce que je veux dire, tu regardes un peu les médias? Je suppose que oui. Puisque... Alors en ce moment, vu que je suis à fond dans l'entrepreneuriat, je regarde un peu moins. Un peu moins. Il y a quelque chose que je regarde beaucoup et auquel je suis très attaché, c'est le Trésor de TF1 avec Jean-Pierre Pernaut. Ah, tu l'aimes bien. T'es un fan? Ah, j'adore. Ah ouais. Franchement, pour moi, c'est... Il a conquis pas mal de monde. Hein. Non mais j'adore. Un mec hors cadre, encore. Puis il a son franc-parler, hein. Puis non, il a un truc à dire. Rien pour moi, c'est... Alors, ça va me manquer quand j'ai... Non, mais franchement, j'avais même pas vu, parce que du coup, je suis tellement dans mon truc, j'avais même pas entendu qu'il allait arrêter, puis je suis au téléphone avec un ami, il me dit, t'as vu, Jean-Pierre Pernaut arrête. Je lui dis, tu fous de ma gueule, il n'arrête pas. Il me dit, si. Et donc, le jour même, à la télé, il dit à la fin du journal, oui, j'ai pris la décision d'arrêter. Ouais, parce que c'est suite à ces nombreux coups de gueule pendant la période du Covid. Donc... Je pense pas, je pense qu'il a 75 ans. Bah, oui, 75 ans, mais il a été aussi... 72, je sais plus. Remis, d'une certaine façon, en place aussi. Parce qu'il a dit certaines choses aussi. Oui, mais je pense que c'est bien. Oui, voilà, alors crash. On est dans un climat aseptisé, où on ne dit rien. Crash, on n'a plus rien. Non, mais vaut mieux des gens qui disent les choses sincèrement comme ça, plutôt que de monter des opérations par derrière. Oui, des mais trucs. Regarde, quand t'es franc comme ça, tu te fais taper sur les doigts. Après, c'est bien sûr... Lui, il n'a plus rien à prouver. On dit que c'était la fin, qu'il n'a plus rien à prouver, mais bon, c'est tombé en tout cas à ce moment-là. Je sais pas, sincèrement. Et t'es déçu? Non, regarde, il va rester à TF1. Oui. TF1 soigne son départ. Bien sûr. Ce qui est pas vraiment les façons de faire de TF1 quand on voit le départ de Claire Chazal ou de Patrick Poivre d'Arvor. Tu m'as demandé, j'allais le dire. Claire Chazal, c'était horrible. Moi aussi, c'était l'un de mes... Mais ça m'a choqué. Moi, je pleurais devant ma télé. Et ça m'arrive de re-regarder ce dernier journal où elle dit une phrase choc. Elle dit « Je remercie Francis Bouygues d'avoir mis sur l'antenne », sachant que Francis Bouygues est mort depuis des années. Ça voulait dire tout le mépris qu'elle avait pour les autres. Claire Chazal aussi, une grande journaliste, que j'aime beaucoup. Son émission de culture sur France 5, j'adore. Je trouve que j'adore cette femme, j'adore Jean-Pierre Pernaut. Son journal, il s'intéresse aux cultures des régions. Il s'intéresse aux gens, et justement, j'allais dire aux régions, tu vois, la Creuse, voilà. Tout ce qui s'en suit. Il fait le tour. Dans chaque région, dans chaque journal télévisé, il y a, quoi qu'il arrive, la Creuse et l'Alsace. Hein. Les deux sont souvent... Il fait partie des gens qui font découvrir la France, c'est vrai, à ceux qui sont aux Parisiens, tout simplement. Et puis c'est la France, en fait. Oui, mais il nous l'a fait redécouvrir, si tu veux. C'est la France. Il nous l'a fait redécouvrir. Alors parfois, c'est sûr qu'il y a des choses un peu surréalistes, mais ça existe. Des gens qui parlent entre eux en sifflant. Voilà, ils sifflent, ils se parlent en sifflant, des trucs. Il commence son journal avec « il fait froid sur le marché ». Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est le quotidien. Et entendre toujours des choses négatives, c'est terrible. Vous regardez le 20h à la télé, à la fin, vous dites, bon, je fais quoi? Je fonce dans un arbre, je me fous une balle, je prends une boîte de médicaments ou j'essaie de m'en sortir. C'est pour ça que je regarde de moins en moins les informations. Surtout durant la période du Covid, ce qui a été catastrophique. Hein. Alors, justement, en parlant du Covid, il y a des classes en France qui n'arrêtent pas de fermer. La maladie reprend de l'ampleur. Le docteur Didier Raoult dit que le masque est très mauvais pour la santé, que normalement on devrait laisser notre organisme, on l'avait dit d'ailleurs dans une autre émission, créer ses propres défenses, d'ailleurs c'était l'invité de la semaine dernière qui nous avait dit ça, créer ses propres défenses immunitaires, et que c'est pas le cas, qu'on fonce droit dans le mur. Alors moi j'ai une question, c'est les masques, utiles pour toi ou pas?
Franchement, je suis pas médecin, je suis pas chercheur, je ne sais pas. Non, mais ton propre ressenti. Non, mais je ne peux pas inciter les gens à mettre ou pas de masque. Ça serait trop dangereux. Si on nous dit aujourd'hui, les pouvoirs publics nous disent que le masque nous protège. Pour toi, il faut le mettre. Il faut le mettre. D'accord. Après, chacun est dans sa propre responsabilité. Bien si sûr. Demain vous voulez pas le mettre, vous le mettez pas. Mais il prendra l'amende. Voilà, il prendra l'amende. Mais faites ce que vous pensez bon pour vous. Moi, dans la rue, je le mets. Je me sens pas plus protégé que ça du Covid-19. Tu le mets pourquoi? Tu le mets par respect pour les autres? Surtout par respect pour les autres. Je me dis, si je l'ai, au moins ma voisine que je vais croiser dans le couloir, au moins les gens que je vais croiser à la boulangerie, je vais pas leur filer. Et puis tu te dis aussi, ça a déclenché une peur, quelque part ça a déclenché une polémique. Mais quand je vois à l'inverse, que je me mets à tousser dimanche midi chez le boucher, et que tout le monde a peur, et que tout le monde me regarde en disant, non, c'est bon, j'ai pas le Covid, j'ai juste peut-être un petit pollen qui est rentré dans ma gorge. Tu te dis, calmez-vous, tout va bien. Heureusement que j'ai le masque. Donc oui, c'est pour ça. Si j'avais pas le masque, là, je pense que la boucherie serait vidée. Non mais voilà, donc non mais c'est normal, c'est normal. Il y a beaucoup de morts, on connaît pas trop les choses, on sait pas s'il y aura un vaccin. On avance dans le noir, on sait pas. Donc c'est normal, il y a des peurs. Après, il faut vivre. Des appréhensions. Tu dirais qu'il faut vivre avec les appréhensions? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Donc apprenons à vivre avec le virus. Ça rejoint un peu l'idée de Dr Raoul qui dit que finalement il faut qu'on crée nos. Oui, mais bon après lui il est médecin, lui il a l'habitude, donc quand il dit que le masque c'est peut-être nocif pour la santé, peut-être. C'est vrai que si vous gardez le masque. C'est vrai que ça nous empêche quand même. On se sent un peu étouffé. Moi je me mets. Pour le mettre un quart d'heure dans la rue, ça va. Mais c'est vrai que dans certaines entreprises, vous allez porter le masque toute la journée. Tu rigoles. Les vendeuses de prêt-à-porter, c'est très dangereux. Elles l'ont toute la journée. Alors là c'est dangereux parce que vous respirez votre propre CO2. Ouais, et les étudiants aussi. Avec la laine du matin, je vous dis c'est un carnage. Et là du coup, là on se dit putain la laine du café, on comprend mieux. Oh mon Dieu, et puis pour les fumeurs. Il faut se brosser les dents 4 fois par jour, c'est mieux. Non, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut même faire attention et respecter les gestes barrières, mettre le masque. Toi, tu penses que tu craches, tu penses que c'est hyper important. Mais de toute façon, c'est hyper important de se laver les mains. C'est pas parce qu'il y a le Covid. Non, mais d'ordinaire, c'est l'hygiène, ça c'est sûr. Tout le monde se trouve, oui, c'est l'hygiène. Ouais. Quand une personne a une gastro, est-ce que c'est plus dangereux que le Covid? Enfin, certainement, mais il y a des gens qui meurent de la gastro aussi, parce qu'il y a des gens qui se lavent pas les mains, ils vont aux toilettes, ils se lavent pas les mains, ils touchent tout. C'est aussi dégueulasse que. Donc. C'est bien, t'as craché justement. Donc soyons objectifs. Ce qui est drôle, j'ai vu passer un truc sur Instagram en disant le Covid-19 a appris aux Français à se laver les mains. Que pouvons-nous faire pour les dessous de bras? Voilà, c'est vrai que vous êtes dans le métro, les gens puent sous les aisselles. Il prend ta place. Attention, on va changer. Non, mais du coup, c'est vrai. Il y a une pluie aussi d'amendes. Les amendes, elles pleuvent de partout, 135 €. Alors, est-ce que tu dirais, aussi, c'est ma question, est-ce que l'État a besoin de renflouer ses poches? Non, il y a une règle. L'État ne demande pas aux gens de ne pas mettre leur masque. Il dit mettez votre masque quand vous sortez dans la rue. Si le mec il se prend une amende parce qu'il met pas son masque. Toi tu penses que c'est juste c'est juste parce qu'il a pas mis son masque et que. Pourquoi il est verbalisé? Je sais pas, il y en a un par exemple, je te donne un exemple, il était en train de manger son sandwich. Oui, non mais d'accord. Alors je pense pas que ce soit la majorité des cas des amendes. Malheureusement, il y a des gens qui font bien leur travail partout et des gens qui font mal leur travail partout aussi. Ouais, voilà. Donc voilà, il y a un mec qui fait plutôt que ça va dépendre sur l'agent sur lequel on va tomber. Non, mais dans la majorité des cas quand même, les agents font très bien leur travail et je pense justement qu'il est important d'arrêter ce bashing des forces de l'ordre qui me rend hystérique. Je vais recevoir un policier dans pas longtemps. Eh bien très bien. Franchement, moi je m'arrête souvent dans la rue, je dis merci. Bravo. Parce que je suis désolé, mais ces mecs, ils sont là. Ils nous ont sauvés du terrorisme, etc. Ils nous ont sauvés, en tout cas, ils nous ont défendus comme ils le pouvaient avec les armes qu'ils avaient. En même temps, c'est leur travail. Ils protègent la population, peut-être, mais au détriment de quoi? Au détriment de leur vie, mais c'est un choix. Hein. C'est un choix, mais ça demande le respect. Bien sûr. Et quand je vois qu'on caillasse des policiers, qu'on les insulte, etc., qu'on fait des amalgames sur les policiers sont tous des... tout ça. Non, mais bien sûr. Non, mais Benalla, oui. Pardon. Des amalgames, non, on ne fait pas des amalgames si. sur Moi, j'ai entendu, tous les CRS vont vous mettre par terre, vont comme tu dis, il y a des cons partout. Non, mais souvent on entend, et on n'entend pas souvent dire des gens bravo aux forces de l'ordre. Donc moi, oui, des fois, je suis au feu rouge, il y a les forces de police, je baisse ma fenêtre, je dis bravo, merci pour ce que vous faites. C'est rien.
Ça changera pas la face du monde, mais je me dis quand tu es dans ton uniforme, tu penses que ça peut 6 jours sur 7. Tu penses que ça peut les rendre un peu plus humains dans certains cas, de leur dire merci et de reconnaître leur statut et leur valeur? La dernière fois, je me fais arrêter par la police à un péage, contrôle de routine. J'ai ni mon passeport, enfin ni ma pièce d'identité, ni ma carte grise, ni mon permis. Et la fille me dit bon. Votre date de naissance, elle regarde, elle me dit bon bah allez-y. Elle aurait pu me verbaliser 3 fois. Ah bien sûr. 3 amendes, pas de permis, pas de voilà. Enfin j'ai le permis mais je l'avais pas sur moi. Elle a vérifié d'ailleurs. Et elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Toi, elle m'a dit. C'est par rapport à quoi? Parce que je lui ai fait avec un sourire, je lui ai simplement expliqué, je suis désolé. Tu penses que c'est une histoire d'attitude? Je l'ai pas. Si j'avais dit, je l'ai pas, vous me faites chier avec ces contrôles, qu'est-ce qu'elle aurait fait? C'est pour ça que je te demande. Elle m'aurait mis une amende. Là, elle l'a pas fait. Je pense que c'est une question d'attitude, en fait. C'est une question d'attitude, c'est une question de respect. Si la personne en face de toi se sent respectée, il n'y a pas de raison. Après, je dis pas qu'il y a des comportements excessifs. Il y en a qui vont... On a vu, parce que l'émission de la semaine dernière, on a vu un journaliste qui s'est incrusté dans les forces de l'ordre pendant X temps, 3 mois ou un truc comme ça, 3 ans. Et du coup, qui a dit pas mal de choses qui se sont avérées vraies, que même lui, il s'était perdu dedans, qui soutenait ses collègues, qu'ils n'avaient pas forcément raison, que humainement, il était déstabilisé, et c'est quand même un journaliste. Donc il va sortir son bouquin. Ça existe comme partout. Ça existe, et donc il y a du travail qui est fait. On peut pas dire. Je crois que là, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est le moment où il y a le plus d'enquêtes internes à la police. Exactement. Donc, mais parce qu'il y a eu aussi pas mal d'agressions qui ont été filmées. Et c'est d'ailleurs pour ça, suite à tout ça, que le journaliste s'est incrusté dans cette cellule pour démontrer, parce que pour investir, pour voir la réalité des choses. Oui, mais ça existe, mais de là en faire une généralité, c'est très dangereux. Non, c'est pas une généralité, ça c'est sûr. Oui, mais on en fait une généralité, c'est dangereux pour la République, dangereux pour notre sécurité personnelle. Donc il faut garder toute raison de garder là-dessus. Il y a un projet par rapport à ça, suite à tout ce qui s'est passé, à toutes les vidéos qui ont circulé, justement avec les policiers, les enquêtes internes et tout ce qui s'ensuit, ce qui s'est passé avec Castaner et tout ce qui s'ensuit, sur le fait que les journalistes sont peut-être mal formés aussi. Est-ce que tu crois qu'ils envisagent une formation C'est la première chose que j'ai pensé sur l'éthique, Coro, quand je l'ai connu. Ils envisagent, oui, c'est lui qui m'a formé. C'est moi qui l'ai formé, très mal formé. Et du coup, ils envisagent 3 jours comme un stage pour justement délimiter ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire lors d'une manifestation. Alors, on parlait tout à l'heure de réforme sociale. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Je pense qu'il y a 2 grandes réformes à faire. Réforme judiciaire et réforme au niveau de l'information. Ouais, vas-y, crache. Aujourd'hui, quand on voit l'abattage médiatique sur Patrick Balkany, et quand on voit l'abattage qui n'existe pas, médiatique, sur les viols au quotidien, sur tous ces crimes qui se passent, je me dis il y a un problème. Si on en parle, après on en parlait, on en parle. Il y a quand même un réseau maintenant de femmes qui se lèvent. Mais bien sûr, mais est-ce que ça fait la une du journal de TF1 pendant 4 jours? Non, c'est vrai. Non. Oui. Est-ce que le grand public... Et c'est pas normal. Que l'on fasse des cas d'exemple, etc. Donc on parlait tout à l'heure, tu me disais, est-ce qu'il faut une réforme donc, de l'information? Oui. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, le journalisme n'est plus du journalisme. D'accord, alors le problème, c'est que le journalisme doit faire vendre. Quand vous êtes aujourd'hui au Parisien, quand vous êtes aujourd'hui à TF1... Tu penses que c'est plus la réalité? Vous devez faire de l'audience. Sensationnel. Vous devez vendre du papier. Et pour vendre du papier, vous ne le vendez pas en disant « Bonjour, aujourd'hui il fait beau, tout le monde va bien ». Non, vous le vendez parce que... les mentalités ont changé, que maintenant ils veulent du sensationnel? Mais c'est du sensationnel. Il faut faire du sensationnel. Et la preuve, ce que j'aime bien avec Jean-Pierre Pernaut, c'est qu'il nous montre que ça marche en disant « Vous avez vu, il fait beau à Bordeaux. Vous avez vu, on fait encore des sabots en Gironde. » Non mais... Et du coup, je me dis, c'est à nous de voir différemment les choses. Est-ce que tu serais pour ce genre de formation? Ah mais moi je suis... Alors je sais pas si c'est la formation. Pour le fait aussi que les journalistes aient un... Non mais qu'il y ait un contrôle plus acerbe. Donc au niveau du CSA, qui aujourd'hui pour moi ne sert absolument à rien. Là, crash. Le CSA mais là, il a tout dit, là. Ne sert à rien. Si, à attaquer tes PMP lorsqu'on voit un bout de téton et qu'on crie au scandale. Dans les années 80, on voyait des gens à poil à la télé, ça gênait personne. Aujourd'hui, on voit un téton, c'est dramatique. Aujourd'hui, tu vas au musée d'Orsay, tu veux rentrer, t'as un décolleté, tu rentres pas. C'est un peu le monde à l'envers. Donc, je pense qu'il faut rééquilibrer les choses, aussi bien au niveau de l'information. Il faut beaucoup de justice dans l'information. Je trouve qu'il y a un média pour moi qui est assez juste, c'est France Info. Il n'y a jamais véritablement de parti pris. C'est une information donnée, voilà ce qu'il en est. La chaîne de l'information. Pour le reste, pour moi, le plus fiable. Pour toi, le journaliste, de toute façon, ne doit pas être de parti pris. Donc c'est pour ça que tu précises que tu aimes bien France Info.
Oui, j'aime bien France Info. En tout cas, personnellement, pour moi, c'est la radio. Je sais qu'il y aura un juste milieu dans ce que je vais écouter. Et donc, j'invite les gens à croiser leurs informations, à croiser l'information sur Internet, à la radio et à la télé. Et avec tout ça, vous faites votre propre avis. Aujourd'hui, c'est cela. Il n'y a personne qui détient la vérité parce qu'en fonction de son ressenti, le journaliste va exprimer quelque chose de différent. Moi, ça me gêne. J'ai vu beaucoup de choses fausses racontées sur les uns et les autres. Surtout sur les réseaux. Et quand on connaît les histoires, on se dit c'est pas possible. Comment le mec a pu raconter un truc pareil dans un média aussi connu alors que c'est rempli de pardon. Oui. C'est rempli de... Là, le Covid, c'est fini. Alors là, je l'ai. Je l'ai postillé dessus. Pour le coup, il crache. Hein. Vas-y, crache. Ouais, là. Donc voilà. Et la justice, c'est pareil. Aujourd'hui, en France, qui contrôle les magistrats? Je sais pas. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des situations ubuesques, les cas d'exemple? On nous dit mais c'est un cas d'exemple, mais est-ce que c'est normal dans une justice sur une personne mais que l'on fasse un cas d'exemple? Mais d'où on fait un cas d'exemple? On dit que les justiciables, donc la justice est la même pour tous. Alors pourquoi on fait des cas d'exemple? Balkany est clairement pour marquer le coup. Balkany est clairement un cas d'exemple. Balkany de vrais exemples pour le coup. Il est rentré, ressorti, dansé. Non mais alors lui. Il a eu de sacrées opportunités. Après, je défends pas. Je ne connais pas le dossier, je prends pas parti, je ne suis pas magistrat. L'invité de la semaine dernière l'a défendu en disant qu'il lui avait apporté certaines choses, au détriment d'autres choses. Oui, mais quand vous allez à Levallois, j'ai des amis qui habitent à Levallois-Perret, il n'y a personne qui est mécontent de Patrick Balkany. C'est ce qu'il disait. L'exemple exact, la semaine dernière, c'est ce qu'il disait, on a eu un invité qui a grandi à Levallois et qui nous disait que pour les jeunes, c'est énorme. Mais bien sûr, il a sorti de la merde. Attention, à la fin, plus tard, il a dû partir quand même, parce que justement, il rentrait plus dans le cadre, il pouvait plus vivre, il a dû déménager. Alors, il a sorti de la merde de nombreux jeunes ou de nombreuses situations en Levallois, ce qui n'excuse pas s'il a fait des choses, parce que je crois qu'il y a un appel qui a été fait, etc. Donc je ne sais pas où la procédure en est, mais s'il a fait des choses, il doit payer sa dette, comme l'a fait un moment Alain Juppé. Alain Juppé a été condamné, il a payé sa dette et aujourd'hui... Toi, tu penses qu'il doit payer sa dette et puis qu'après qu'on n'en parle plus, tu es pas pour l'acharnement médiatique en fait. Non, en fait, qu'on lui reprenne tout ce qu'il a acquis de manière malsaine et illégale. Bien sûr, et heureusement qu'il y a un contrôle ça, c'est une loi. C'est la loi, dans ce pays. Par contre, qu'on s'acharne comme ça sur un homme de 75 ans, qu'on le traite comme le dernier des terroristes, de la manière dont il a été traité, on l'a mis directement en prison. Alors qu'il y en a plein qui font la même. C'est un peu ça. C'est pour ça que tu veux pas qu'il y a des délits comme ça et je ne dis pas peut-être que du coup je n'ai pas connaissance des dossiers. Dans ce cas-là, je suis mal informé. C'est dommage. Les journalistes ont mal fait leur travail parce que du coup peut-être que ce que j'ai lu, c'est pas suffisant. Peut-être que dans le dossier, si les magistrats ont pris cette décision, c'est que ça méritait cette décision, mais ça veut dire qu'on est mal informé. Alors, soit il y a un côté, soit c'est excessif et c'est un cas d'exemple, soit on est mal informé. Soit il y a une injustice. Je sais pas. Mais en tout cas, parce qu'il est quand même sorti. En tout cas, ce problème-là, je trouve qu'il est pas, c'est pas normal. Et je dis bravo à Emmanuel Macron d'avoir nommé Éric Dupond-Moretti ministre de la Justice parce qu'il a été confronté à de nombreuses situations similaires et je trouve... Toi, tu trouves que c'est un bon choix? Alors, c'est un très bon choix parce qu'il va secouer un petit peu les habitudes. C'est vrai qu'on dit que c'est quelqu'un d'assez agressif. Après, il aura que 2 ans pour faire quelque chose. Dans son boulot, il est assez dur aux manœuvres. Là, justement, en parlant de lui... oui, on dit qu'il va être un peu mou, qu'il fait pas fait pas grand-chose, qu'il n'a pas de tact aussi, qu'il enchaîne des heures et des heures d'entretien avec des enfants, quand il y a des enquêtes, qu'il n'a pas de tact. On lui reproche son manque de tact pour la fonction qu'il occupe. Est-ce que tu penses que... tant mieux, ça change. Tu penses que ça va changer c'est bien, changement. Il faut arrêter de s'habituer à ça secoue pas mal de femmes quand même. Regarde, par exemple, le bracelet. Je vais te donner un exemple tout con, comme tu me parles de lui, je vais en parler. Pour les femmes battues, il y a un bracelet qui va circuler. D'ailleurs, c'est Dupond-Moretti qui l'a dit. Il y en a plus de 1000... un peu plus de 1000 qui vont circuler en France. Mais par contre, il balance ça, 1000, c'est rien par rapport au nombre de femmes battues en France. Mais par contre, ce qui ne va pas avec, c'est que le bracelet devra être porté et seule la personne en question devra donner son accord. C'est-à-dire que l'homme agressif devra donner son accord pour porter ce bracelet. Donc à quoi il sert ce bracelet? Parce que quand on sait qu'une personne agressive ne reconnaît pas qu'elle est agressive, un homme qui tape sa femme ne reconnaît pas que c'est un agresseur. Pour lui, il n'a pas de problème. Comment tu veux qu'un homme, dans cet état d'esprit de déni, accepte de porter un bracelet? Donc cette loi, elle a ni queue ni tête. Et donc, qui va le porter? 1000 suffiront. Donc finalement, 1000, ça suffit largement, puisque personne... Quel est l'agresseur qui va dire oui, j'accepte de porter le bracelet électronique sur moi? Personne. Enfin,
peut-être quelques-uns. Alors, j'ai pas vraiment lu... Donc si tu me dis qu'il va être efficace, pour le coup, là... Non, alors je veux pas vraiment m'exprimer sur le sujet parce que je n'ai pas véritablement lu cette information. Je sais pas véritablement ce qu'il en est. Et quand je parle, j'aime bien connaître la profondeur du sujet. Tu veux dire que c'est un fonceur? C'est un fonceur. Je pense que c'est... Pour une fois, on a quelqu'un qui est en connaissance de cause. Il a défendu... l'indéfendable. Mais pour le Grenelle, du coup... Parce que la justice, tout le monde doit être défendu. Exactement. Mais pour le Grenelle, je reviens au bracelet. Et moi, je pense que bravo, parce qu'il va essayer... Alors après, il y a certainement des maladresses. Il y a certainement... Là, c'est une maladresse. Mais tout le monde pour en le fait. Grenelle, oui, d'accord, bien sûr. Il y a eu pas mal de Grenelles l'année dernière, je les ai presque tous. Après, je sais pas si cette loi... Franchement, je sais pas. Donc pour moi, qui ai fait tous les Grenelles, quand je... Tu vois, tu l'apprécies. Moi, pour l'instant, je reste sur la alors, sur la réserve. Je te donnerai un conseil. Je le trouve catégorique, assez catégorique. Je te donnerai un conseil et je pense qu'il y répondra. Écris-lui une lettre. Je vais le faire, tiens. Écris-lui, on prend le pari. Et je suis certain, vu que c'est un homme... Tu remplis un tableau et tu prends en photo et tu lui envoies. Qui m'explique pourquoi 1000 bracelets et pourquoi le consentement de l'homme violent? Ça franchement, a aucun sens. Vu que c'est un homme à l'écoute de la population et connecté aux vraies problématiques, écris-lui une lettre et je pense que tu auras une réponse. En attendant, il est 12h33, vous êtes sur IRM.radio dans Crash Ton Venin. Ouais, justement, tout part en vrille. Alors, il y a une maladie aussi qui circule un peu partout, c'est la maladie du queutard. Tu sais c'est quoi un queutard? C'est quelqu'un qui saute sur tout ce qui bouge. D'accord. Un queutard, on est en Crash Ton Venin, on va cracher. Infidèle ou fidèle? C'est-à-dire célibataire ou pas célibataire? Pas célibataire. Un mec qui peut pas contrôler ses pulsions et qui a besoin de... C'est pas gentil de parler de notre ami comme ça. Hein. Non, il est tout sauf ça. Alors moi je vais parler du cas du rappeur Moa Lasquale, accusé de viol et de séquestration sur 3 femmes. Je vais parler... Alors là c'est plus que tard. Alors attends, c'est pas fini. Je vais parler de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson, visé par une enquête interne pour violences sexuelles et sexistes par 5 femmes. Je vais parler de Sidiki Diabaté, d'origine malienne, le prince de la Kora, accusé de violence et de séquestration sur sa propre compagne. Alors comment ça se fait que... C'est vrai, c'est des intouchables. Tu vois, c'est des gens qui ont un statut de privilégié, qui ont les moyens, qui ont les relations. Comment ça se fait qu'ils tombent tous les uns après les autres? En fait, que maintenant, est-ce que c'est le début d'un nouveau monde? Est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère? Est-ce que les réseaux sociaux, MeToo, t'en parlais tout à l'heure, MeToo, tout ce qui s'ensuit, est-ce que ça a réveillé les consciences? Est-ce que les langues des femmes se délient? Alors, il faut être très prudent lorsqu'on parle de ce genre de sujet. Il y a des prédateurs sexuels partout. Malheureusement, je demande ton avis, hein. L'actualité le précise hier avec cette jeune qui a été retrouvée encore morte. Oui, mais c'est pour ça que j'en parle. L'enquête va dire ce qui s'est passé, mais vraisemblablement, c'est encore une histoire aussi sordide. Tous ces gens-là, nous devons être irréprochable en termes de condamnation et d'exemple. C'est là qu'il faut jouer les cas d'exemple. Et toutes ces personnes doivent être des cas d'exemple parce que c'est inadmissible. Et c'est autant inadmissible lorsqu'on vient se frotter dans le métro à une femme, lorsqu'on vient l'insulter lorsqu'on est à quelques pas d'elle, l'utiliser comme un objet. Et qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe en ce moment? Par exemple, les 2 jeunes filles qui ont été agressées parce qu'elles portaient une jupe. Comment tu l'expliques? Ce qui se passe aussi dans les collèges, dans les lycées où on dit ah non, la tenue, ça va pas du tout, c'est pas réglementaire. Crash, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un bond 20 ans en arrière? Si. Alors, il y a un problème sur les libertés. On le voit à la télé, quand je disais tout à l'heure dans TPMP. Est-ce qu'on est dans un pays de droit? Je sais pas. Explique-moi, Crash. Mais forcément, notre société change parce qu'en fait, on nous donne plein de libertés qui, en fait, nous en retirent indirectement. Je dirais simplement que tout le monde doit être libre, mais il faut quand même être prudent. Quand vous êtes dans le métro à minuit, peut-être que la mini-jupe avec le décolleté jusque-là... Si tu vas en soirée, par exemple. Non, mais vous êtes libre. Ouais. Mais il y a des endroits où peut-être il faut... Malheureusement, je ne dis pas que c'est normal. Crash, donne ton avis. Je ne dis pas que c'est normal, mais à un moment, il faut voir la réalité de la situation. C'est comme si moi, demain, je vais dans le métro avec une montre de luxe. Je ne vais pas pouvoir me dire oui, mais on me l'a volé dans le métro. Oui, mais il y a une chance qu'on me la vole dans le métro. Il y a une chance que je me fasse agresser aussi. Et j'ai vu une agression dans le métro d'un jeune qui n'a rien demandé. Il était là, et là, c'est un jeune garçon. Certains extrémistes de la manifestation des Gilets jaunes rentrent dans le métro et voir ce mec, ils lui disent
oui, toi t'es un bourgeois, t'es un riche. Il dit non, mais là j'habite un studio, ouais c'est ça, t'es dans le 16e. Et le mec commence à lui mettre une patate, puis deux, puis trois patates. A priori, voilà. Dans les deux sens. Ouais. Donc, oui, il y a un risque dans le métro de te faire agresser. Oui, il y a un risque de se faire agresser dans la rue, tout court, pour se faire voler de son téléphone, voler et se faire malheureusement agresser sexuellement aussi. Oui, et se faire les deux filles qui se sont fait taper aussi. Il faut être prudent. Parce qu'elles se sont fait draguer, elles sortaient le chien, elles se sont fait draguer, on leur a Les femmes sont libres. Oui. Mais est-ce que toi tu mettrais une mini-jupe avec un grand décolleté à 23h dans le métro? Oui ou non? Ça dépend de la situation, du contexte. Moi, j'aimerais bien. Moi, je vais te répondre sincèrement. Moi, je suis pas véhiculée. Alors, soit je prends un Uber, soit si je prends pas d'Uber pour X et X raisons, je vais rentrer en transport. Et effectivement, selon l'endroit où je vais aller, je serai habillée en robe. Je peux mettre un décolleté, une mini-jupe ou un... Mais je suis d'accord que la femme ne doit pas... Voilà. Je ne vais pas me restreindre parce qu'un individu n'arrive pas à se maîtriser. J'estime qu'on est dans une société, qu'on est dans le métro, qu'il y a des gens qui sont là pour ça, qu'il y a des caméras, que je n'ai pas à me restreindre, en fait. Ça, c'est ma manière de... La femme ne devrait pas à se restreindre. Un homme ne devrait pas à se restreindre, parce qu'il y a aussi des agressions sur les hommes. Oui, sur les hommes aussi, pareil, je crache. Mais la réalité fait que il y a des gens malsains, il y a des gens complètement fous. Et qu'on doit faire avec. Et il faut faire avec, il faut faire attention. C'est comme l'histoire du virus. Le virus est là, soit on décide de mettre le masque, soit on décide pas de mettre le masque, et dans ces cas-là, on décide de prendre un risque aussi d'attraper ou pas la maladie. Et dans toute situation, c'est pareil. Chacun estime faire ce qu'il a à faire. Et il faut se protéger de toutes les menaces. Mais tu sais qu'il y a aussi des femmes en pantalon qui vont à une soirée, qui sont non, mais ça c'est sûr. Je prends l'exemple et qui est souvent un stéréotype et qui se font aussi, comme certains hommes qui sont en pantalon, se font agresser, violer dans les transports, et que presque personne ne bouge. Mais on doit être irréprochable. Oui. Je vais vous donner un cas d'exemple très personnel. J'ai l'ami d'une amie qui s'est fait violer. Oui. Et cette amie l'a très mal vécu. Elle a été ensuite dans une situation de détresse absolue. Oui. Elle s'est donné la mort. Elle s'est suicidée. D'accord, elle n'a pas supporté. Son violeur a eu 6 mois de prison avec sursis. Oui, voilà. C'est pas énorme. Avec sursis. Ça en dit beaucoup sur ce qui se passe en France. Je ne dis pas que toutes les condamnations sont avec sursis dans ce genre de cas, mais il y a aujourd'hui, je suis désolé, mais moi, ce que l'on devrait faire, c'est mettre en avant tous les jours dans les médias, ces violeurs, ces gens, plutôt que de mettre en avant des histoires de Balkany et je ne sais quoi dont tout le monde s'en fout. Mais c'est un peu fait depuis la mort de Gisèle Halimi, tu sais, la grande avocate qui avait fait des mouvements, qui était politicienne, qui a fait un super livre. Depuis sa mort, il y a des militantes sur les réseaux qui envoient des mots de partout. Je suis avec toi, tu n'es pas seul, nous sommes là, je te vois. Il y a eu un espèce d'écho à son décès, ça a été monumental. Et on a l'impression que ça a fait le tour du monde. On voit que un peu partout, il y a des hommes actuellement, et sûrement des femmes aussi qui tombent suite à des agressions, alors qu'ils sont bien placés. Alors, je pense qu'on devrait aussi faire attention parce que, oui, il y a des femmes qui se font agresser. Il y a des hommes qui se font agresser et il y a des hommes et des femmes qui vont profiter de n'importe quelle situation tu parles du troisième cas. pour s'en sortir. Pour se faire remarquer aussi. Ouais. Ce n'est pas pour rien qu'aux États-Unis aujourd'hui, lorsqu'une femme est seule dans un ascenseur, l'homme ne monte pas. Je dis pas qu'il faut en venir là, mais moi, sincèrement, parfois, j'ai peur parce que je me dis, demain, je suis dans un ascenseur. Ça devient excessif, tu penses? Quelqu'un décide de dire que je l'ai agressé. Et donc, t'as des caméras, non? Il n'y a aucune preuve. Non, il n'y a pas forcément de caméra dans l'ascenseur. Il n'y a aucune preuve. Qui c'est qui va dire que je l'ai agressé ou pas agressé? Si la fille, en plus, je sais pas, vient de se griffer ou je ne sais quoi. Donc, il faut être prudent. Ça enclenche une parano. Hein. Oui, ça existe. Oui, ces personnes doivent être condamnées d'une manière très dure. Oui, nous devons tout faire pour protéger les femmes de ces prédateurs ou les personnes, les enfants aussi, les enfants, les hommes, toutes les personnes qui sont attaquées par des prédateurs sexuels, on doit être irréprochable en termes de condamnation et on doit les condamner lourdement. Voilà, la loi de l'omerta en fait, tu es pour que les choses soient dites. Quel que soit le rang. Quel que soit le rang. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des excès. Je suis désolé, mais... Pour l'histoire, monsieur Darmanin, ce serait plus un excès. Parce que si on parle d'exemple, avoir un poste comme ça, l'exemple, il est vraiment très visible.
qu'on laisse faire sans impunité. Mais est-ce qu'il l'a vraiment fait pour l'instant? Non. Donc c'est présumé innocent. Oui, mais on l'a mis en place. Donc pour certaines Françaises, c'est affligeant. Mais alors non. Pas la présomption d'innocence, c'est quoi? Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous êtes limité, demain, quelqu'un va dire que tu lui as volé son téléphone. D'accord. Mais il n'aurait pas mieux valu d'attendre que les enquêtes soient terminées pour le mettre à ce genre de poste. Malheureusement. Pourquoi le faire avant? Est-ce que c'est pas inciter finalement les gens à être contre cette personne qui finalement peut être quelqu'un de bien? Peut-être qu'il est venu au mauvais moment. Peut-être que si on avait attendu que tout ça soit éclairci, comme tu dis si bien, et que tous les faits soient... Mais il était déjà en poste, donc c'était l'éloigner. Oui, mais on aurait pu attendre, mettre quelqu'un d'autre. Et bafouer, oui, mais c'est bafouer la présomption d'innocence. Non, mais justement... Enfin, pour moi, si. On est en France, tu vois ce que je veux dire? On a tous des mentalités différentes. On sait que ça va inciter... Pour moi, Gérald Darmanin est un très bon ministre de l'Intérieur. Ça va mettre le feu aux poudres. Ce que je veux t'expliquer, c'est qu'on savait qu'en mettant ce monsieur à ce poste-là, il y a déjà eu une enquête. Feu aux poudres. Il y a déjà eu une enquête qui a été classée, elle a été réouverte. Est-ce que la France avait vraiment besoin de ça, de ce truc en plus? Je sais pas. Chacun est libre d'avoir son opinion là-dessus. Moi, je trouve simplement qu'il faut respecter la présomption d'innocence. Souvent, elle est bafouée dans notre pays. Souvent, on ne l'écoute pas. Souvent, on juge les gens dans un tribunal médiatique avant même de le faire juger par un vrai tribunal. Moi, ma question, c'est... Le vrai problème, il est là. Est-ce qu'on n'aurait pas dû attendre, justement comme il y a cette présomption d'innocence, que l'affaire soit éclaircie avant qu'il rentre? Moi, je dis il était en poste, il reste en poste. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça n'a pas encore été fait. C'est pas éclairci. Bah justement, on ne sait pas. Donc pourquoi il partirait? Et si on s'appelle que finalement il est coupable? Nous on l'aime bien, franchement. Toi tu l'aimes bien. Toi tu l'aimes bien. Bah lui il vient d'une région, il vient de Tourcoing. Moi j'attends de toute façon. Je t'ai expliqué pour l'histoire des bracelets. Je trouve que ça n'a aucun sens. Après on va bien voir. En tout cas, on va faire la il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les femmes. Le ministère. Et le musée d'Orsay. Alors toi t'en penses quoi? Tu m'as pas donné le fait qu'une femme qui ait un décolleté puisse pas y rentrer, ça t'a choqué ou pas? Ah oui, mais ça me choque tout autant que quand je vais dans un endroit parisien apparemment très chic, on me dise non, tu rentres pas, tu es en short. Ouais. Ça te choque. Donc on est en plein mois d'août, donc je lui dis donc les femmes en mini-jupe. Elles peuvent rentrer. Non mais les femmes en mini-jupe rentrent et les hommes donc en pantalon avec 40 degrés. C'est vrai. Donc, je dis pas que j'étais en short de plage, short de ville, petit mocassin. Non monsieur, vous êtes en short, vous n'entrez pas. Ça me choque tout autant. Ah c'est vrai, tu t'es fait recaler. Ah oui, parce que j'avais un short. C'est bien de cracher, on n'en passe souvent ce genre de... Ouais, j'avais un short donc je rentre pas. Bon, bah ok. Et c'est pareil, il y a eu une manifestation de cyclistes, tu sais, à Rennes. Elle devait avoir lieu aussi à Paris, mais elle a été interdite. Où ils ont manifesté, tout nus comme des vers, ils avaient juste le masque. Donc il y a eu cette manifestation à Rennes, elle a été permise. En fait, c'est pareil. Ma question, c'est... j'en reviens au même point. Comment tu peux comprendre qu'une manifestation comme ça soit acceptée et que pareil, l'état d'esprit des... Non mais là, je trouve ça n'importe quoi. Il y a des enfants dans la rue. On n'impose pas ça déjà à des gens. S'ils veulent manifester et faire du nudisme... ça t'aurait plu de voir, je sais pas, non, pas du tout. Puis il y avait tout, des femmes, des hommes, des grands-pères, il y avait de tout. Après, ça me choque pas, mais il y a un endroit pour tout. Si les gens veulent faire ça, il y a des plages nudistes. Ils disent que la manifestation, c'est pour revendiquer que les cyclistes sont en danger en milieu urbain. Oui, leur vulnérabilité. Après, c'est une manière différente d'exprimer quelque chose encore. Chacun, si elle a été acceptée, tant mieux. Mais pas à Paris, elle a été acceptée à Rennes. Pourquoi on n'accepte pas dans ces cas-là un bout de téton dans TPMP? Bon. Moi, je prends tout. Ouais, c'est assez étrange tout ça. On est dans un monde où il faut savoir s'adapter. Oui, c'est pareil. Il y a un prof, justement en parlant d'adaptation, il y a un prof qui s'est tatoué de la tête aux pieds et qui est prof. Finalement, on essaye de le recaser ailleurs, en maternelle. C'est aussi bizarre. C'est-à-dire qu'il fait peur aux gens, il fait peur aux enfants. Et on essaye de le refourguer en maternelle. Et lui, alors c'est marrant parce que lui, son idée, il se dit, voilà, moi, je me considère comme quelqu'un déjà d'unique. Mais je considère que via mon physique, je me pose pas de questions, je sais qui je suis, je sais que je suis un bon prof, un bon enseignant. Et j'apprends la tolérance. Parce qu'un enfant, en me voyant, il se dit quoi? Il se dit, finalement, il se base pas sur l'aspect physique. Toi, t'en penses quoi de ça? Tu penses que c'est une bonne technique? De se tatouer, moi j'aime pas forcément les tatouages. Est-ce que tu penses qu'il a le droit finalement de rester à son poste? Et je te dis, il est tatoué de la tête aux pieds. Heureusement. Le visage. Mais je pense... Ouais, après...
Franchement, je sais pas. Tu serais pour dire quoi, toi? Il faut quand même faire attention, parce que c'est quel exemple donner aux enfants de voir quelqu'un tatoué comme ça? Il s'appelle Sylvain Melaine, et en fait, alors moi... Il faudrait lui poser la question à lui. Non, j'ai d'autres choses à te poser comme question. Alors, toi, tu serais plutôt pour dire l'habit, dans ce cas-là, ne fait pas le moine, pour le proverbe, ou qui sème le vent récolte la tempête. Non, l'habit ne fait pas le moine. J'ai un exemple très concret à vous dire. Un jour, je vois un monsieur très mal habillé dans un magasin et je me moque un peu de lui, je suis petit. Oui. Et ma grand-mère me dit, écoute Xavier, viens, on va aller voir cette personne, où elle habite et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et je vois cette personne monter à bord d'un cabriolet, habiter dans une très grande maison. Ouais. Et elle me dit, tu vois cette personne, oui, il est très mal habillé, oui, il sent mauvais, mais c'est un grand chef d'entreprise. Ah, purée. Et il fait travailler 200 personnes dans la région. Et donc là, effectivement, l'habit ne fait pas le moine. Après, là, quand on est face à des enfants... Vas-y, crache. Quand on est face à des enfants... Est-ce que tu peux comprendre que ça les effraie? Bah oui, et puis on doit avoir un respect aussi. On doit comprendre que face à nous, on doit s'adapter au public. Si moi j'ai 3 ans et que je vois un monsieur rempli de tatouages, est-ce que je vais me dire, est-ce que moi aussi je dois me faire tatouer? Est-ce que moi aussi je dois avoir les mêmes dessins que le monsieur sur moi? Tu penses qu'il peut inciter, enfin créer une envie Après, c'est pas mal de se faire tatouer, mais bon, j'imagine que tout le monde n'a pas envie de se faire tatouer de la tête aux pieds. Il a le droit, mais quand on a certaines professions, bah, il faut quand même, je pense, il peut avoir des tatouages. De là aller jusqu'au visage, quand on est en éducation en maternelle, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Et sinon, tu le verrais plus en élémentaire ou au collège? Je sais pas où je le verrais, mais effectivement, plus adapté dans un rayon où les enfants ont déjà une connaissance, une éducation un peu élaborée, pour justement ne pas apporter de jugement. Où c'est vraiment une période en plus où on a tendance à faire on mime notre prochain. Exactement. Donc on s'identifie. Donc s'identifier à un mec rempli de tatouages, je sais pas si ça peut apporter. Il faudrait demander ça à un psychologue. C'est là où on retrouve les gosses qui rentrent, ils sont tatoués, tu sais, avec leurs potes, ils essayent. Mais non, mais on peut, mais bien sûr. Regarde, souvent quand les parents sont radins, le gosse est radin. Quand les parents sont généreux, le gosse est généreux. Quand les parents sont bien éduqués, les enfants sont bien éduqués. Lui, il met en avance la différence. Il explique que finalement, ça met un frein au racisme. Non, mais le message est certainement beau. Après, je pense qu'il faut avoir de la pédagogie. S'il est comme ça, il faut qu'il explique aux enfants. Les profs en plus. Voilà, il faut qu'il explique en disant voilà. C'est pas les enfants le réel problème, c'est plus les parents. Enfin, certains enfants ont peur, mais une fois qu'ils le connaissent bien, ça c'est au début. Tu sais, le premier contact. Oui, mais après c'est lui aussi de faire comprendre ça aux parents. Aux parents. S'il dit que c'est un message de différence et de tolérance, il n'y a aucun parent, enfin j'ose espérer, qui va dire c'est inadmissible. Mais il faut expliquer des démarches un peu particulières parfois pour qu'elles passent. Et bien justement, quand on parle de tolérance, je voulais parler d'une étudiante transgenre qui s'est suicidée à Montpellier. Et le syndicat étudiant est en train de poursuivre le directeur. Le directeur justement du CROU a des propos assez agressifs vis-à-vis du directeur du CROU et de son service, qui apparemment aurait pas été assez sensible à cette étudiante qui avait déjà un mal-être, qui avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide et qui était en mal-être. Ils sont pas contents parce qu'ils disent que le service du coup, on en parlait tout à l'heure. Qui dit ça, les parents? Non, le syndicat et les parents dedans étudiants. On n'en a pas entendu parler. Peut-être qu'ils sont remués, peut-être qu'elle en a pas, je sais pas. Mais en tout cas, elle a pas mal d'amis qui sont au syndicat des étudiants qui ont relayé les derniers mots qu'elle avait dit. En fait, on lui a dit oui, il faut arrêter de vous suicider parce que sinon vous serez exclu du programme. Et du coup, c'est le même jour, le 23 septembre, qu'elle s'est suicidée. On ne peut que condamner des propos de la sorte. Il n'y a personne qui doit dire ça. C'est ce que je voulais savoir. Alors, ma question serait été, est-ce que le CROU, finalement, c'est pas une machine à fric, en fait? Est-ce que le CROU ne prend pas les jeunes comme des matricules? J'ai jamais bénéficié c'est pour ça que je de cela, donc je ne sais pas véritablement. Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'en bénéficier. C'est une chance quand même pour des étudiants de bénéficier de toutes ces aides. Quand tu peux en bénéficier. Mais il y a eu pas mal de problèmes. L'année dernière, il me semble, non, c'était il y a 2 ans, on avait fait une émission, il y avait un jeune qui s'était immolé aussi devant le CROU. Mais on doit aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a une réforme sociale à faire. C'est primordial. Il y a énormément d'argent. Et où va cet argent? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui en profite parce qu'effectivement, moi j'ai le même constat quand je vois des gens autant dans la merde. Tu te dis, mais c'est pas possible. Ça aussi, mais l'État dépense autant parce qu'on le voit sur nos feuilles de salaire. Tous les mois, toutes les charges que l'on paye, c'est pour payer Pôle emploi, pour payer les aides, pour payer tout cela, les impôts sur le revenu, la taxe foncière, taxe d'habitation, etc. Tous les mois, je paye beaucoup d'impôts. On me dit c'est le partage des richesses. Très bien, soit, mais à qui? Qui en bénéficie? Non, mais quand je vois ces situations, ça me rend dingue. Et je pense que c'est vraiment...
Benoît Hamon avait dit le revenu universel. Je trouvais ça pas con. C'est un pourparler, de toute façon. Franchement, je trouvais ça pas con parce qu'au moins, on trace, parce qu'il y en a des petits malins, hein. Ils vont aller prendre une aide là, et finalement, ils se retrouvent avec un tas d'aides. Au moins, on a la clarification sur l'ensemble des aides qui sont données et ça permet à tout le monde d'avoir au moins un minimum dans sa vie. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui vont payer les études, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi qui vont être là dans des moments de vie difficiles, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des petits-enfants qui vont venir en aide aux grands-parents, de les accompagner aussi dans leur fin de vie. Voilà, donc la vie c'est un perpétuel échange, mais encore faut-il avoir la possibilité d'apporter de l'aide. Et Nicolas Sarkozy, on en parle beaucoup. Nicolas Sarkozy avait dit quelque chose d'incroyable lors de sa campagne de 2012. Il avait dit la solidarité, oui, mais pour tous. Et c'est vrai qu'à n'importe quel moment de sa vie, un Français a le droit à la solidarité de l'État et de la République. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas cette chance d'avoir le soutien de la République et de l'État dans un moment crucial de sa vie. Tout le monde a droit à l'échec. Tout le monde a le droit de tomber. Mais justement, c'est à ce moment-là que l'État doit être présent pour aider la personne à se relever et avancer. Et je pense qu'on a vraiment un axe à faire sur l'aide sociale, c'est là-dessus. C'est l'aide sociale, oui, mais pour tous. Et ça, c'est vraiment... Là, t'as réellement craché. Votez pour Xavier Denis. Le mec, il est en campagne, oui, président. Et j'ai une autre question. Alors, il y a 3 maires qui sont pour la légalisation du cannabis. Alors, toi, t'en penses quoi? Alors, il y a... Cannabis thérapeutique ou... Non, attends. Gilles Aveyroux de Châteauroux, Boris Ravignon de Charleville-Mézières, d'accord, d'ailleurs... Que des villes où on s'ennuie, je comprends mieux. Il est de Charleville-Mézières, donc big up, il était venu ici, Abdé-Mézières. Non, c'est très beau Charleville-Mézières, Châteauroux, c'est très sympa. D'ailleurs, il y a un hôtel qui s'appelle l'Élysée à Châteauroux, c'est drôle. J'avais dormi dans... Arnaud Ribénet de Reims, et eux, ils sont... Alors, je vais te dire pourquoi. Premièrement, pour anéantir le trafic et ruiner ceux qui font les trafiquants, quoi. Ça, c'est vrai. Vendre en petite quantité pour tout réglementer. Et troisièmement, développer une filière obligatoirement cultivée en France. Donc, t'en penses quoi? Ma question. Alors, moi, je ne sais pas, véritablement. Sont-ils consommateurs déjà? Peut-être. Non, je ne sais pas. On peut se poser la question. Mais alors, il y a des médecins qui disent que c'est bien, d'autres qui ne sont pas. Ouais. Moi, j'ai essayé le baume qui est autorisé, le baume à base de. Et je ne sais plus ce que c'est. C'est le. Il n'y a pas de THC. Ouais. Hein, ça marche? C'est incroyable. C'est vrai? Le cannabis. La CBD. Voilà, CBD. Le cannabis thérapeutique, en tout cas, ça fonctionne. Ça a même été prouvé dans des maladies comme Alzheimer, etc. Après, de légaliser carrément le cannabis, c'est vrai que si on rend quelque chose de légal, le petit trafic... Il y a plusieurs pays qui le font d'ailleurs. Il y a que la France qui est en retard. Le petit trafic, ça permettrait d'arrêter ce petit trafic et cette économie parallèle. Ça, c'est vrai. Ouais, une économie parallèle de 1,2 milliard d'argent sale. Mais bien sûr. En France. Et encore sur des statistiques que l'on a. Mais après, pour la santé, je ne sais pas. Véritablement, je ne me suis pas véritablement. Je ne suis pas du tout consommateur de cela, de rien. Je suis hypocondriaque. Donc, tu penses que ça pourrait être. Je ne fume même pas une cigarette. Tu penses qu'à long terme, ça pourrait être mauvais pour la santé si on. Je sais pas. Oui, il y a quand même des choses qui montrent aussi que ça brûle quelques cellules. Les neurones, on dit. Voilà. Après, je sais pas, c'est peut-être des a priori, des choses. Donc, je pense qu'au niveau santé, il faut vérifier tout cela. Si au niveau de la santé, les médecins disent que c'est très bon et qu'il faut légaliser, et qu'en plus, ça permet d'arrêter des trafics et peut-être du coup libérer certains quartiers de la pression de ce genre de choses. De ceux qui détiennent le marché, tout simplement. Voilà. Après, il faut pas oublier que ça reste une drogue et que tout excès de drogue est nocif pour la santé. Ou alors, ça pourrait être juste bénéfique pour les gens qui sont vraiment très très malades. Être permis au moins à ces gens-là. Exactement, c'est pour ça qu'on commence à accepter le cannabis thérapeutique. Et Raoult, il a dit que c'était bon pour le Covid. Ah oui. En attendant, il est 12h55, vous êtes sur IRM pour Radio Craft. Ouais, je sais que tu détestes te mettre dans des cases, mais alors tu vas devoir choisir. Dans cette émission Crash ton Venin, on doit choisir. Alors tu te considères plutôt toi comme étant un bobo, un bourgeois, mentalement, un banlieusard ou un bof? Et tu m'expliques pourquoi. Oh là là, je sais pas. T'as pas d'autre choix, c'est la catégorie des B. Je dirais banlieusard, parce que c'est un mélange de tout. J'habite dans l'ouest parisien, j'habite pas dans Paris même. Ouais. Je viens d'un petit village donc dans la Creuse. J'aime Jean-Pierre Pernaut. T'aurais pu être un bof, t'aurais pu être un bourgeois aussi. Bah, moi, je te voyais plus dans la catégorie bourgeois, tu vois.
Bah non, j'aime bien manger du pâté, un verre de vin dans le milieu d'un champ aussi. J'aime aussi bien les grands restaurants. Je pense que la vie, c'est l'équilibre. Ouais. L'équilibre de tout ça, on peut pas... petite dose, ouais. Si quelqu'un est trop bourgeois, bah, il n'est pas ouvert vers le monde. Si quelqu'un est trop beauf, et encore, j'aime pas trop utiliser ce terme. C'est ta fille qui l'a choisi. Du coup, voilà. Pour toi. Mais souvent, on met des gens dans les cages. Genre Jean-Pierre Pernaut, quand je dis ça, on va me dire il est beauf, le mec. Ouais. Et regarde, le 13h de Pernaut, bah ouais, tant mieux. Bah, je suis beauf pour certains, cool. Si je suis bourgeois pour d'autres, sympa aussi. Du coup, ça veut dire que j'arrive à être dans plusieurs cases. Bon, bah, t'as choisi. Alors, t'as choisi banlieusard. Bah, je suis étonnée quand même. Hein. Je suis étonnée. C'était mon ancien prof, je l'aurais vu dans bourgeois. Je pensais qu'il aimait bien les petits mets et tout. C'est le même, hein. Attention, il a de la prestance. Alors, je vais faire ta dédicace. Xavier Denis, tu aimes la vie qui pour toi est remplie de défis. Passionné, tu es un être raffiné. Illuminé par toutes tes pensées, tu n'as de cesse de les réaliser. Un gentleman au grand cœur, rempli de belles valeurs. Oh, trop mignon, merci. N'oubliez pas vos vaccins avant d'écouter Crash ton venin avec Coro et Tafit. Les personnalités viennent vider leur sac sur irm.radio tous les mardis à 11h. Dans Crash ton venin, IRM scanne ta grogne. IRM scanne ta vie. Tu vois, moi je t'avais mis gentleman. Ah ouais, là j'ai été gâté, hein, merci. Bah merci à toi d'être venu nous voir, franchement. Alors tes projets, tu voulais nous parler, tu t'as fait une entreprise. Exactement, j'ai créé une agence de com il y a 2 ans maintenant, une nouvelle qui s'appelle Tolvec et qui va permettre d'identifier les meilleurs commerces de proximité autour de nous. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'aime les produits du terroir. Je me suis associé pour cela avec une personne qui aime aussi les produits du terroir, qui aime la vie, qui aime les bonnes choses. Il s'appelle Tim Muller, il est mannequin, il est présent sur les réseaux sociaux et on s'est unis. Lui-même, d'ailleurs, il est là. Il est là, voilà, il est assis. Et donc, il est originaire de Strasbourg, et donc 2 régions à forte identité, pour moi le Limousin et lui l'Alsace. Et du coup, on s'est unis pour monter ce projet, pour aider les commerces de proximité à mieux communiquer. C'est une application qui va permettre... Ils communiquent entre eux ? Ouais, en fait, le consommateur va pouvoir trouver les meilleurs commerces autour de chez lui, avec des contenus enrichis par des personnalités, des influenceurs qui les auront testés auparavant. Et tout cela pour aider les commerces de proximité à avoir une communication digne des grands groupes. Voilà, donc ça va s'appeler Tolvec, ça va sortir au mois de novembre et vous pouvez déjà suivre sur les réseaux sociaux Tolvec pour commencer à suivre l'aventure. D'accord, tu as quelque chose d'autre à ajouter ? Juste. T'as été content de venir à Crash ton venin ? Très content, vraiment. Je suis ravi d'avoir répondu à toutes ces questions de la manière dont j'estime la plus claire et le plus fidèle à mes convictions. Bon alors maintenant, Xavier, tu nous résumes toute l'émission sur le tableau. L'exercice. Bon, en tout cas, merci à vous deux et bravo pour ce que vous faites et continuez à avoir cette énergie de rencontrer les gens chaque semaine parce que c'est ça le plus beau en fait, découvrir de nouveaux parcours. Merci. De tout milieu en plus. Et c'est bien, bravo. On va se retrouver la semaine prochaine de 11h à 13h mardi prochain. En attendant, on va terminer avec 2 musiques que tu as choisies pour les auditeurs. Ce sera en premier Dua Lipa, Don't Start Now. Et pour terminer, Matt Pokora, si on disait. Ah oui, voilà, c'est la dernière chanson de Matt Pokora. Il l'a sortie le jour de son anniversaire et c'est l'une des premières interviews d'artistes que j'ai faites. Donc j'aime beaucoup Matt Pokora. Ah ben on commence par Matt Pokora, on finit par Dua Lipa, c'est comme ça. Allez, la bise. Merci, à très bientôt.